Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, on teste un jeu Brainsona 2 qui nous a été ramené par Guillaume Melin. Guillaume, bonjour. Bien le bonjour. Guillaume, tu es historien, rôliste, incroyable, tipeur de la cellule. Oh, faut pas le dire ça. Et sexy. Nous sommes également avec Jérémy Klein. Jérémy Klein, bonjour. Bonjour. Ludothècaire, ça va la pêche? Ça va. Auteur des Sorcières de Médavie. Ouais. Apparaître bientôt, soon. Ouais, non. T'es attendu. En 2222. T'as hypé les auditeurs, auditrices de la cellule. Nous sommes également avec Vincent Maviel, qui lui aussi hype les auditeurs et les auditrices de la cellule. Ça va voix incroyable. Et son accent du Sud. Écoute. Jeu de rôle. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Je ne sais pas de quel média tu parles, mais en tout cas, tu en parles très bien, avec un très bel accent. Vincent Maviel est avec nous. Flavie Briand avec nous, professeure d'école, créatrice de C'est pas plein la de peine jeux. de faire la liste des trucs. Incroyable. Bonjour. Directrice, adjointe de la cellule. Comme Skinner dans le FBI. Ok, ça tu peux. Ah, tu vois. Par contre, il faut que j'aille me couper un peu les cheveux. Voilà, très bien. Et nous serons rejoints également par Marine, qui va arriver tout à l'heure, professeur des écoles également, et rôliste. Aujourd'hui, et avec cette table incroyable, nous avons joué à Brainsona 2. Guillaume, je te propose de nous présenter Brainsona 2 et de nous dire aussi pourquoi sodas au cerveau. tu es venu nous présenter ce jeu. Exactement. En plus, il y a un petit peu de bulles, c'est magnifique. Par paire. Oh oui, c'est ça, par paire, toujours par deux. Bref, alors Brainsona. C'est parti. Brainsona 2 est un jeu de rôle qui propose d'émuler... C'est un jeu de rôle ou c'est un jeu de rôle? Ça dépend des régions, en fait, c'est pour ça. C'est un jeu de rôle qui propose justement d'émuler des films Z, les films direct to DVD qui sont loin dans les Nanarland, voilà, dans les boutiques de films qui se vendent à 2 € ou 1 €. Tornade de requins, tout ça. Voilà, ce genre de choses-là. Et on peut aussi faire tout ce qui est Freddy, Jason, Vendredi 13, Halloween, etc. etc. Et donc il y a un gros côté humoristique justement dans ce jeu-là. Effectivement, il est classé humoristique. Ça, c'est par le GROG. Oui, il est exactement. Humoristique. Exactement, et c'est un jeu de 2008 pour la version que nous avons fait. Et le dessous, justement, c'était le retour du jeu de rôle de l'horreur grasse. Voilà, alors je lis pas la même chose. Ah bon? Non, moi je lis le retour du jeu de rôle. L'horreur crasse. Oui, en effet. C'est pas mal. Beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Donc Brainsona 2, pourquoi 2? Parce que là, on a affaire à une édition Oriflamme d'un jeu qui était paru au préalable en amateur en 2003, me semble-t-il, d'après les informations que j'ai, mais je suis pas très... Ça doit être ça, et qui s'appelait à l'époque Brain Salad. Voilà, Brain Salad, et ensuite ça s'est développé petit à petit, et on a eu Brainsona 2, justement, qui est le jeu qui a été édité. Alors, qui sont les auteurs de ce jeu? Willy Favre et Laurent Devernay. C'est des gens qui m'adorent, ça. Très bien. Donc, la présentation du jeu est très bien faite. Moi, pendant toute la partie, je n'ai cessé de le comparer à Sombre, mais en fait, je comprends aussi pourquoi ils ne sont pas classés pareil. C'est parce qu'il y en a un qui est un jeu d'horreur et un qui est un jeu humoristique. Exactement. Et ça, c'est une distinction qui sera, à mon avis, importante à faire pour comprendre le jeu. Alors, comment présenter est-ce qu'on commence par présenter nos persos, la fiction qu'on a créée? Comment est-ce que vous voulez vous y prendre? Et c'est ça qui est horrible. Je dirais que la façon dont dont Guillaume nous a présenté ça, c'est en disant on va jouer en fait une équipe de cinéma, vous êtes des acteurs et on va jouer le film. C'est ça, tout au long de la base, en fait, il y a plein de blagues, de choses dans le genre, sur l'équipe de cinéma, sur les acteurs, sur... Et là, c'est là où il y a une première difficulté, c'est est-ce que tout est à jeter ou tout est à garder dans cette base-là? Beaucoup de digressions, beaucoup d'éléments à remettre. Voilà, exactement. Et par conséquent, au niveau de la lecture, il faut des fois faire le tri entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Mais ça permet, par contre, de créer une ambiance. Ouais, le fait de lire ça. Moi, c'est ça. En fait, ce qui m'a marqué d'entrée de jeu, dès
le moment où tu nous as distribué les personnages, c'est que tous les mots, tous les concepts, tous les outils sur la feuille du personnage sont raccords avec le genre émulé. C'est-à-dire qu'on a les films, on a une référence par mot, par trait, à un film de slasher, à un film particulier, à ce genre-là. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on sent immédiatement que les auteurs du jeu sont des fans absolus de ce genre, qu'ils ont vu presque tous les films de ce genre, qu'ils ont été effectivement se renseigner sur Nanarland et tout, et qu'ils ont regardé ces films-là, qu'ils les ont appréciés, qu'ils ont bouffé du Energy 12 et tout ce que tu veux. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas. En 2003, je crois pas qu'il y avait déjà... Ah, je sais pas. De quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Non, 2003, amateur. Le jeu amateur est sorti en 2003. Ah, 2003. 2008, c'est la version à laquelle on a joué, donc c'est la réédition Oriflamme. Oui, mais il y avait d'autres trucs. Hein. Moi, je sais que je regardais des films de série Z sur RTL 9 et tout ça bien avant. Et justement, il y en a eu, à l'arrivée de Energy 12, il y a eu beaucoup moins de films comme ça sur RTL 9. Ok. Donc, mais en tout cas, voilà, ça sent l'amour en fait de ce genre-là. Et donc, immédiatement, en fait, dès qu'on te sert les personnages, immédiatement, c'est rire, fou rire. On imagine tout de suite le type de scène qu'on va pouvoir jouer. Vincent ne parle pas en dehors des micros, etc. Vincent ne parle pas en dehors de micro. Je suis désolé. On ne t'entend pas. Je suis désolé quand même. Donc vous étiez tous morts de rire, faut le dire, ça. Tous et toutes, puisque Marine qui nous a rejoint également, qui a assisté à la partie, elle aussi était morte de rire. Alors... Oui, moi je voulais rajouter en fait l'approche quand j'ai reçu la feuille de personnage. Déjà, il y avait 2 joueurs, je crois, qui avaient reçu leur personnage avec des quand ils avaient commencé à lire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et moi j'ai reçu ma feuille de personnage et pareil, j'ai pas pu m'empêcher de faire. Mais en fait, je savais pas trop dans quel style de jeu. On l'avait évoqué, mais pas trop. Et les 2 premiers mots que j'ai lus sont bimbo et enlever le haut. Et là, j'ai fait. Ça va être un malaise, je sais pas si je vais pouvoir jouer ça. Ce qui a sauvé très vite, du coup, dire non, en fait, ça va bien se passer. C'est effectivement toutes les références qu'il y a ensuite dans la fiche feuille de personnage. C'est les mots point de box-office et director's cut. Donc, c'est le 3e et 4e mot que j'ai lu. Et là, j'ai fait OK. C'est un film. C'est un film. Guillaume? Oui, effectivement. Et sur la fiche de personnage, on a aussi les termes de rayon de vidéoclub pour dire le genre de film que nous allons jouer. Je viens de voir que maintenant en plus. Voilà. Et clichés aussi. Donc on sait très bien qu'il y aura des clichés, qu'on va jouer pour rigoler aussi et pour émuler des choses qui parfois n'ont pas de cohérence entre elles. Est-ce que tu trouves qu'on a respecté les clichés? Ah, totalement même. Totalement. Merci. Alors, peut-être pour commencer ce podcast, justement, parce que je trouve que tu l'as bien initié, Jérémy, c'est lire les goodies et les baddies de vos personnages, qui sont les premiers traits, donc les avantages. Parler un petit peu de nos persos, en fait. Ouais, voilà. Mais juste les lire, les expliquer et tout ça, et je pense que ça partagera à nos auditeurs, auditrices. Oui, Guillaume, tu veux ajouter quelque chose? Juste pour ajouter, ces personnages-là, en fait, sont les prétirés du scénario de base pour le Teenage Movies, justement, qui s'appelle, et vous n'aviez pas eu le titre auparavant, Boat of the Undead. Boat of the Undead, ok. Tu ne nous l'as pas donné parce que... Parce que ça allait spoiler un peu, justement. Ok, très très bien. On l'a su dès le début qu'on était sur un bateau. Hein. Spoiler. Alors, il y a aussi dans la mise... Oh, je vais noter ça. Alors, on va faire le tour des personnages, s'il vous plaît. On va essayer d'être un peu structuré, même si Flavie est là. On va essayer quand même d'être un peu rigoureux. Donc, les goodies, les baddies, les persos... Vas-y, Fly, commence. Ouais. tu sais que les auditeurs ne voient pas les regards que tu me lances. Je dois commencer par les goodies et les baddies. Je vais commencer par le cliché. Commence par ce que tu veux. En gros, je jouais Wesley, qui est un scout. Et scout, c'est le premier mot en fait que j'ai lu, où j'ai commencé à rire en fait. J'ai vu scout et bonne poire. Et j'ai commencé à me marrer. Et je me suis dit, ouais, je vais être capable de jouer ça. Alors, après scout, qui est la classe de mon personnage, le cliché n'était pas marqué à ce moment-là. J'ai lu le goodies, la chance incroyable. J'étais là, ok, je suis hyper chanceux. Et baddies, bonne poire. Et la chance incroyable, ça, voilà, tout est dans les mots. Hein. Et puis ensuite, j'ai regardé en dessous, j'avais des compétences.
Et dans les compétences, il y avait Castor Junior. J'ai fait, ouais, je peux faire Castor ça. Junior. Et j'ai pas vu les deux autres. Les autres, ensuite, j'ai lu celle qui était la plus longue, avoir l'air sérieux en disant n'importe quoi. Et je me suis dit, ouais, carrément. Voilà. Très bien. Vincent? Alors, je jouais pour ma part un zonard, c'était ma classe. C'est également le premier mot que j'ai vu. Et le second, moi, c'était le nom de mon personnage, Miguel. Et ensuite, j'ai vu goodies, baddies, comme tout le monde. Hein. Donc, mon goodies, c'était dur à cuire. Bon, c'est pareil, je pense que ça rajoute de l'armure, voilà, hein, ça se passe de commentaires. Et baddies, impulsif, c'est pareil. C'est assez parlant. Et mes compétences, en fait, je ne sais pas si elles sont très utiles en jeu, les compétences, mais par contre, elles colorent le personnage et nous indiquent comment le jeu attend qu'on le joue, en fait. Vraiment. Et moi, en lisant, j'avais ma première compétence, c'était râler en espagnol pour un rien. J'avais lucha libre, qui a été utile pour le coup. Très utile. Comprendre un mot de plus de 2 syllabes, draguer avec autorité, voilà. Ça posait tout de suite le personnage et le style de jeu attendu. Excellent. Et nous te regardons tous, Jérémy. Jérémy, je t'en prie. Pourquoi Jessica, Bimbo. En goodies, j'ai Beach Babe. Et en baddies, j'ai Nerveux. Je sais pas s'il faut qu'on explique. En fait, on n'a pas expliqué les pouvoirs, ce que ça fait au niveau des... Nous, c'était assez clair, mais toi, ça l'était pas forcément. Vous avez eu des bonus, en fait. Ouais. Quand vous avez un goodies, vous avez des bonus. Et moi, en fait, c'était juste une présentation. Ça n'avait aucune utilité de manière ludique. En mais gros, ça disait par exemple, grosso moi, modo... chance incroyable, j'avais un +1 dans des trucs que je pouvais utiliser, en fait, liés à la chance. Toi, tu avais aussi des +1. Et quand on est arrivé à toi, tu n'as rien eu et on a commencé à se marrer. C'est-à-dire que mon goodies, en fait, c'est juste quand on m'attaque, ça enlève mes vêtements, sauf bien sûr dans les endroits les plus stratégiques pour que ça soit intéressant à filmer, on va dire, pour la série Z. Et effectivement, je plus sois à l'idée, les compétences ne sont pas forcément toujours utiles dans le scénario, mais par contre, c'est une vraie plus-value pour pouvoir jouer son personnage. Parce que si on était resté que sur les goodies et les baddies, on était tous prêts, enfin surtout vous d'ailleurs, plus que moi, que la bimbo, en fait, limite, faudrait pas la jouer, qu'il fallait que je prenne un autre prêt tiré. Et c'est en voyant mes différentes compétences, notamment une, qui a fait, je pense, tout le sel de mon personnage. Donc là, enlever le haut, voilà, ça peut peut-être servir pour entrer... Pour vider les seaux. Ouais, pour plein de choses, hein, tout simplement. Se prélasser au bord de la piscine, fantasmer sur Bilous, hein, peut-être qu'on y reviendra si on fait le scénario, enfin on explique le scénario. Je peux lacérer avec ses faux ongles, très pratique en combat. Mais la compétence la plus utile, ça a été passer pour une cruche. Je ne l'ai jamais utilisé de manière ludique, mais alors c'était, je pense, vraiment la couleur de mon personnage. Pour autant, tu l'as quand même utilisé un petit peu dans le scénario. Pour colorer, pour faire l'histoire. Oui. Mais je ne l'ai pas utilisé pour profiter de mes 5 points de compétence. Qui était en plus ma compétence la plus forte. C'est ça. Et en plus, il a fallu un petit temps justement pour que tu l'assimiles et que tu puisses le faire réellement, l'interpréter, le mettre en œuvre, etc. Je pense quand tu as senti l'ambiance du jeu, justement. Disons qu'il ne fallait pas que le climax soit dès le début du film. Il fallait forcément une petite montée en puissance du personnage. Mais blague à part, oui, effectivement, il avait ce côté... Je savais que... Quelle montée en puissance. Je sais plus ce que je voulais dire, je suis perdu. En tout cas, chaque phrase que sortait Jérémy pendant la partie, c'était hallucinant, comme ça faisait rire, mais tout le monde. Tu l'as super bien joué, ta bimbo, quoi. C'était absolument génial. C'est Cornelia dans Buffy, mais avec le potard maximum. C'est-à-dire que c'est une cruche, mais... Puissance 10 000, quoi. Je pense que même dans la Cité de la Peur, tu peux pas faire autant en fait, tellement qu'elle était à l'ouest. Je rappelle, comme dans les films de ces époques-là, comme dans les films de genre de ces époques-là, c'est-à-dire que où les femmes effectivement sont utilisées comme des objets hyper sexualisés pour appâter le chaland sur l'affiche. Ouais, c'était le but de Cordelia en fait, c'était un hommage à ce type de personnage-là dans Buffy. Et justement, à travers les saisons, elle évolue énormément.
Et, parce que dans Angel, elle est plus du tout. C'est ça, elle exactement. est beaucoup plus sérieuse. Et clairement, à l'époque, dans les films de slasher des années 80 et 90, la femme, c'était quoi ? C'était l'objet sexuel, c'était la final girl, comme on l'appelait. La final girl, ou l'innocente vierge, etc. Dans, par exemple, Souviens-toi l'été dernier, il y avait les deux archétypes. Tu avais l'ingénue et la cruche pouf plus quoi, qui était jouée par Sarah Michelle Gellar, je crois d'ailleurs. C'est ça. Et où genre à chaque fois qu'elle dit un truc ou qu'elle fait quelque chose, t'es là mais pourquoi tant de bêtises? Pourquoi les scénaristes? Après on peut y voir là une intention de mêler l'héros c'est le Thanatos dans les films de genre, c'est-à-dire l'idée que on est attiré, le regard est attiré par quelque chose de très beau et qu'en face on a un tueur en fait dont le but est de déstructurer la beauté, de saccager en fait ce qu'il y a de plus beau et de plus attirant. Le rapport moral aussi avec les slashers, Scream qui dit si t'es vierge tu vas t'en sortir. Et du coup, dans le film, mon personnage n'est pas vierge parce qu'il s'est passé une scène. Oui, mais tu as aussi, dans les films de cette époque, une volonté aussi de faire une sorte de cliché sur l'adolescence. Ouais. Qui là, en fait, d'ailleurs, c'est marqué, ça fait partie des choses qu'on peut jouer sur la fiche de personnage. Il y a un espace qui est marqué cliché. Et en fait, ce jeu propose de jouer les clichés des films de l'époque qui étaient déjà eux-mêmes des clichés. Ouais. Des personnages adolescents qu'on pouvait retrouver dans les lycées, etc. D'où le décalage humoristique. Guillaume puis Jérémy. Guillaume d'abord. Oui, et surtout à l'époque, c'était un récit émancipatoire. C'est toujours la Vierge innocente qui survit et qui tue, entre guillemets, le tueur et qui survit. Et c'était vraiment un archétype très très important de l'époque. La Final Girl, c'est un peu ça. La Final Girl, exactement. Et elle devient après sûre d'elle, elle a survécu à toutes les épreuves et elle vit sa vie pleinement. C'est pour ça que le personnage de Sydney était hyper intéressant dans Scream, parce qu'en fait c'était l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vierge, c'était elle qui survivait, et le fait d'avoir survécu en fait lui avait bizarrement provoqué une sorte d'énorme traumatisme d'avoir vu tous ses copains se faire buter, et au début du 3 je crois, elle est juste enfermée avec une... et du 2, ouais. Et Wes Craven l'a écrit pour ça d'ailleurs. Et il a, dans plein d'interviews, il avait dit qu'effectivement, il voulait jouer avec les clichés, mais en les dénonçant. Jérémy. Je voulais continuer sur le personnage, comment je l'ai joué et comment ça a évolué. C'est que je ne savais pas au départ si je devais mettre mon personnage vraiment au premier degré ou si au contraire il fallait mettre ça comme une sorte de vue à la troisième personne et du cinéma. Et quand on parle de clichés, du coup c'est un lien, il n'y a pas que des clichés sur les films, il y a aussi des clichés sur la manière dont on fait les films. C'est-à-dire que mon cliché, clairement, il est plus en rapport sur l'industrie du cinéma que sur le film en lui-même. Exactement. Je suis assez d'accord. Et dans la base, il y a énormément de choses comme ça. Il y a plein de scories du genre on va virer le chef-op, l'accessoiriste est daltonien, etc., etc. Ce qui est très compliqué en fait pour gérer le scénario. Parce qu'il y a énormément de blagues comme ça et il faut faire un petit peu trier ce qui est jouable et ce qui ne l'est pas, ce que le MJ, qui s'appelle ici le metteur en scène, doit faire et doit faire jouer. Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu de genre. Souvent, quand les jeux émulent des genres, les jeux de rôle qui émulent ces genres héritent des problématiques et des problèmes de ces genres. J'ai trouvé que là, c'était un jeu très déconstruit par rapport à son propre genre. C'est-à-dire que, justement, il savait quel type de genre il émulait, qu'il critiquait l'industrie du cinéma. Tu vois, il y a un vrai côté... c'est un jeu de rôle de genre qui prend ce genre au sérieux, mais qui en même temps a un retour critique et une analyse critique sur le type de partie qu'il émule, etc. C'est un jeu très mature de ce point de vue-là. Il y a des jeux qui émulent des genres qui sont moins critiques du genre et qui du coup sont problématiques, peuvent hériter du caractère problématique de ce genre. On en a parlé un petit peu dans cette saison avec Passion de las Passiones, ça a donné lieu à un débat entre moi et Flavie, mais on peut remonter au débat aussi qu'il y a eu autour de Vademecum,
sur le fait que, en reprenant le style hollywoodien à la Die Hard, etc., Vademecum ne déconstruisait peut-être pas assez son genre, ou en tout cas, j'avais pas suffisamment réfléchi à ça, et du coup, j'hérite de certaines problématiques malgré moi. Alors que là, on sent que Brain Soda, c'est un jeu qui vraiment a réfléchi et déconstruit ce genre. Aussi parce que, alors je ne sais pas si c'était déjà le cas en 2003 et tout, mais moi je sais qu'aujourd'hui, grâce aux fossoyeurs de films, grâce à plein de gens qui ont travaillé sur ces genres et on est beaucoup plus au fait des problématiques de réalisation de ces films, de comment c'était fait, de pourquoi c'était fait, de la part que la production jouait dans le choix de telle ou telle thématique abordée, et puis tout ce que vous avez dit au préalable sur le genre et tout, qui montre en fait qu'il y a une vraie culture des films de série Z, en fait, que c'est pas juste des films débiles qui véhiculent des préjugés oui, et puis en fait, ou quand racistes. t'aimes vraiment les films de série Z ou les films de série méga Z, je vais les appeler comme ça, les trucs où quand tu les regardes, tu fais « Ah, c'est malaisant, mais en même temps, c'est drôle ». Il y a vraiment, quand t'aimes ce genre de film, il y a vraiment, c'est un amour du cinéma, en fait, parce que Oui, tout à fait. ils reprennent des fois sans les comprendre et sans bien les faire, finalement, des trucs qu'ils avaient trouvé badass dans des films, mais sans budget et sans l'histoire, en fait, juste ça le fait pas. Et ce qui fait que quand tu revois ça dans d'autres films où c'est bien fait, ça te le montre encore plus. Et finalement, c'est une façon aussi de connaître le cinéma, de regarder ces films-là. Oui, tout à fait. Le choix des mots en anglais aussi sur la feuille de personnage. Regardez, il y a des mots qui sont en français, des mots qui sont en anglais. Et en fait, les mots si vous regardez bien les mots qui sont en anglais, c'est des mots qui sont liés. Alors, à l'exception de background, qui est plus un terme de JDR, mais et encore, je pense que si c'est plus un terme de JDR, mais sinon les mots qui sont en anglais, ce sont les mots qui ont attrait justement au caractère, parce que même cliché. Je pense que c'est le cliché au sens, tu vois. Ce sont des mots qui ont attrait au cinéma américain. Donc il y a aussi une focalisation sur le film d'horreur américain, etc. Vincent, et puis ces mots-là concernent le méta du personnage. Oui, exactement. Pas le personnage directement. Ouais. C'est-à-dire concerne éventuellement l'acteur, enfin le niveau au-dessus, mais pas le personnage joué dans le film. Excellent. L'acteur, le réalisateur, toute l'équipe de tournage. Et c'est là le souci aussi, c'est qu'est-ce qu'on joue réellement ? Est-ce qu'on joue le personnage ? Est-ce qu'on joue l'acteur qui joue le personnage, mais qui, par je ne sais quelle magie, en fait, est totalement comme le personnage, alors qu'il y a les caméras, comme par exemple, souvent il y a marqué fondu au noir, et là on voit autre chose, etc. Alors ça, c'est quelque chose dont je voulais parler aussi. Flavie, vas-y. Alors moi, il y a plusieurs niveaux quand j'ai joué. En fait, et puis ça m'a fait penser à pas mal de choses. Je ne sais pas si vous regardiez, il y avait une émission sur Paris Première qui était une retransmission en fait d'une émission américaine où il y avait des acteurs qui venaient expliquer la façon dont ils jouaient et qui s'appelait je crois Actors Studio, et où souvent les acteurs, quand tu les écoutais, ils disaient des trucs genre mais non, mais au moment où ils disent tourner, ou tu vois, je suis vraiment mon personnage, je m'oublie totalement, etc. Donc il y a moyen en fait quand tu joues ton personnage de juste jouer ton personnage, et ça permet aussi d'avoir un petit retour un peu marrant, genre tu peux faire exprès à certains moments, c'était un ressort comique qui a pas mal été utilisé à la table, de mal jouer le personnage. Et c'est même voulu par drôle. le jeu. C'est voulu par... Ouais. La caricature est voulue par le jeu. Et qui dit caricature dit recul justement sur le genre et compagnie. Vincent. Tu as trouvé qu'on était caricaturaux? Je vois pas en quoi, je vois pas. Moi non plus. Exactement. J'ai essayé de sortir le meilleur RP de ma vie. Donc le fait de rire ensemble de ces préjugés, c'est important. Et on ne rit pas avec eux. On rit contre eux. Et ça, c'est très important dans l'aspect critique que Brain Soda apporte également. Fly. Oui, puis il y a des moments aussi où quand la fiction, en fait, grâce à certains points qu'on obtient par les clichés et par d'autres petites choses, on peut avoir des director's cut, c'est-à-dire des points qui nous permettent de faire d'autres choses, ou des clichés qui nous permettent de revenir en arrière. Et ça nous permet à des moments où on se dit « Ah, c'est trop mauvais ce qu'on a fait de revenir en arrière » et finalement de rattraper un peu le coup. Et, ça a été drôle. Comme si on rembobinait la cassette, quoi. Ouais, alors la façon dont a été utilisée, à un moment donné, on trouve des canaux de sauvetage, on coupe les fils, donc il part sans nous. Et là on dit stop, coupez, non, vous devez d'abord monter dans le canot avant de couper les fils. J'ai trouvé ça génial, quoi. Voilà. Et là en plus on l'a utilisé. Alors ça qui est très intéressant, c'est que la façon dont on a utilisé ces director's cut, on pourrait croire que ce sont des bêtes points de destin. Cliché. Là, c'est c'était cliché. un cliché.
justement. cliché, Le... ok. Oui, c'est un détail par rapport à la règle. On parle de cliché là. Mais le Très bien. Director's Cut permet aussi cela, mais c'est en beaucoup plus de points. Alors la manière dont on a utilisé ces clichés, je reviens sur ce que je voulais dire, ça ne change pas grand-chose à mon propos, c'est qu'on pourrait croire que ça pourrait servir à optimiser des situations, à gagner alors qu'on allait perdre, à éviter un coup alors que... Ouais mais regarde, dans l'exemple du canot de sauvetage, on aurait très bien pu, contenu fictionnel malléable oblige, permettre à Jérémy de revenir sur, ou je sais plus qui est-ce qui a énoncé, de revenir sur sa proposition et de dire ah non mais en fait j'ai pas fait ça, et ça serait passé. En vrai, donc on s'en est servi non pas pour tricher, non pas pour gagner alors qu'on allait perdre, mais vraiment pour augmenter le canon esthétique du film de genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis entièrement d'accord, d'autant plus que la manière dont l'a dit Fly, parce que c'est Fly qui coupait les cordes. C'est Flavie qui a coupé les cordes. La manière dont elle l'a dit, il était clair, je pense, pour tout le monde, qu'on était déjà dans le canot. Et c'est juste moi qui ai voulu sortir une débilité de plus en disant mais non, attends, faut qu'on monte. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça a été. Oui, donc mais c'était du vraiment coup- dans la fiction. Voilà, mais du coup, ça crée une situation qui est super rigolote. J'ai un autre exemple. Donc, il y a quelqu'un qui se fait assassiner. Il a un couteau planté dans le dos. Et donc, toi, Jérémy, t'arrives avec la bimbo et tu fais dire ah, quel terrible accident. Il devait pas savoir se servir d'un couteau. C'est impossible. Et en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que tout sert le propos caricatural, archétypal, tout est au service du genre. Le système est complètement au service du genre. Je suis d'accord. Par contre, moi, j'ai une vraie question qui vient de ce que tu nous dis, Guillaume, sur le scénario. Vincent. Est-ce qu'il n'y a pas en fait une manière de jouer ce jeu, comme tu le sous-entendais, mais où on joue l'acteur qui joue un personnage, et où il n'y a pas justement peut-être les personnages à jouer un peu sérieusement et les acteurs qui doivent avoir ce recul et que toutes ces scènes doivent apparaître dans le scénario. Tu vois, par exemple, quand tu dis on vire la costumière, bah, qu'on doit quelque part le jouer. Je sais pas, moi j'ai pas lu les règles, donc j'ai... C'est très intéressant et ça pourrait se jouer comme ça. Disons, comme la base est écrite, on pourrait clairement dire et là tu vois le caméraman qui est sur le côté, mais est-ce que ça brise pas aussi un peu l'immersion, les blagues ou ce genre de choses là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit créer comme contenu fictionnel? Est-ce qu'on doit créer la réalisation d'un film d'horreur ou est-ce qu'on doit créer un film d'horreur? C'est-à-dire, est-ce que ce qui est présent dans le contenu fictionnel à la fin, c'est la fiction d'un tournage d'une fiction ou est-ce que c'est juste la fiction qui est tournée en elle-même? Alors moi, je peux répondre à la question, je pense. Moi aussi. Parce qu'à la fin, quand on a fini en fait le jeu, on compte les points de ce qu'on a fait dans le film pour savoir si le film va aller en direct to the video, être oublié ou pouvoir passer au cinéma, etc. Ce qui prouve que ce qu'il faut qu'on crée, c'est le film. Je suis d'accord. Et que c'est juste qu'en fait, tout le reste autour permet de faire des références et de prendre du recul sur ce que tu es en train de faire et de rajouter du fun. Puisque du coup, tu prends du recul sur ce que tu es en train de faire. Donc, tu peux te dire, oh là, c'était mauvais. C'était mauvais, ça va être rigolo. Direct to the video. C'est juste, mais du coup, je pense que l'intrigue à travailler, c'est le film. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec Flavie. Et en fait, toute cette référence au méta, c'est-à-dire à la façon dont est fabriquée la fiction, est en réalité destinée à nous faire prendre du recul sur les situations et à nous faire toujours dire attention, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La fiction que vous êtes en train de créer là, c'est une caricature, etc. Et c'est justement ce qui donne l'aspect critique et retour critique du jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas prisonnier des clichés de son genre. Et c'est pour ça que il permet aussi, quand tu vas commencer à pouvoir avoir peur, si tu ne veux pas avoir peur, tu peux t'en extraire en fait en faisant faire un truc débile à ton personnage ou en disant c'est juste un personnage. Parce que y a des jeux en fait, moi par exemple je savais pas qu'il y avait des zombies dedans et j'avais oublié de t'en parler, mais moi les zombies c'est un des trucs qui me terrifie le plus au monde. Avec le fait de devenir cannibale, il y avait les deux dedans. Et pas tellement cannibale encore. Oui, après. Et du coup en fait le fait de pouvoir être uniquement quelqu'un qui jouait un personnage m'a permis du coup de décider un truc débile genre c'est pas grave, on va partir avec le canoë. Et juste, ça m'a permis, moi, de me sortir de ce côté peur qui aurait pu me faire un peu bader, en fait. Sans pour autant t'extraire du jeu, puisque tu es non, revenu juste après, et justement, tu as un peu sauvé tout le monde à la fin. Et
ce genre de choses-là, ce recul en fait critique, c'est quelque chose que l'on trouve dans beaucoup de jeux de rôle qui cherchent à émuler des genres et qui sont des jeux critiques et, entre guillemets, je veux dire, déconstruits sur leur genre. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais avec un retour critique. Et d'ailleurs, dans le jeu Passion de las Passiones, il y a également toute une référence faite à la spectatrice ou au spectateur de la telenovelas, etc., etc. Donc c'est un jeu aussi qui a conscience d'être un genre télévision. Et il y avait un autre jeu de The Forge dont j'ai complètement oublié le nom, dans lequel pareil on émulait une série télévisée, et c'est pareil, il y avait des références à l'audimat, etc. Je pense aussi à un jeu vidéo qui est... Oh merde, le nom m'échappe. Chou Chou Chou. Oui, celle qui Oulala, c'était le jeu de danse sur Dreamcast, où tu Space Channel 5. où tu dois danser pour chasser les extraterrestres de la Terre. Voilà. Et en en plus même tu temps, vas faire d'audimat, plus les gens vont se mettre à danser avec toi, plus tu peux chasser les extraterrestres. donc tu as tous les jeux comme ça qui font référence à leur l'audimat ou le pas, c'est téléspectateur. épique, à la fin le monde entier danse avec toi. Mais en fait, ça te donne envie d'y jouer, c'est tout. Je connaissais pas le jeu, c'est génial. tout. Space Channel 5, c'est oufissime. Donc voilà, c'est aussi donc ça nous incite en tant que joueur à prendre du recul sur le genre, à le déconstruire, à y réfléchir après, etc. Et il y avait un dernier joueur. Oui, il y avait mon personnage. Alors oui, c'est vrai. Donc moi, je jouais une self-made woman. J'avais en goodies une gueule d'amour, c'est-à-dire que en fait, je passe bien à la caméra, les gens m'aiment bien, et donc j'avais un +2 pour les actions importantes. Alors sur le coup, tout le monde a dit mon Dieu, mais c'est trop pété comme truc, nous on a que des trucs pour lingue et vous avez un +2. Bon, au final, ça m'a servi qu'une seule fois, sur un lancer de dés seulement. On y reviendra. Et tout le monde sait à quel point tu as de la chance au dé. Ah oui, il y a ça aussi, c'est que je suis complètement maudit au dé. Donc, j'avais King of the Shower. Ça, je trouve que c'est un badise. Donc, c'est très intéressant parce qu'il fait référence à tous ces clichés dans le genre de femmes qui vont prendre leur douche. Par exemple, dans Jack Frost, il y a cette femme qui va prendre son bain. Dans Psychose, souviens-toi, l'été dernier, il y a eu des meurtres et la meuf, elle va prendre un bain, je crois. Enfin, c'est un truc assez cliché. Et là, pareil, parce que je pense que la scène de douche, ça permet de montrer un fluide incolore qui passe sur le corps d'une femme en opposition au sang qui va être versé. Tu vois, ça permet de mettre en valeur en fait l'objet féminin pour le slasher, le détruire, etc., etc. Et tout ça va dans le propos de ce genre-là. Généralement, c'est toujours suivi par un moment où le sang se mêle à l'eau pour éviter de voir la personne qui est en train de mourir. Voilà, exactement. Et du coup, on montre juste... alors qu'on vient de la voir se faire défoncer la gueule, mais d'un point de vue un peu pudique, on va juste montrer le sang qui se mélange avec de l'eau. Effectivement. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Puis il y a la fumée aussi avec la douche, la chaleur, machin. Contre le froid de dehors, c'est très souvent utilisé comme cliché. Et j'avais Victime de la mode qui m'a absolument pas du tout servi, du fait que j'avais des vêtements un peu ringards ou que je savais pas très bien m'habiller, etc., etc. Alors, peut-être faire un tour des clichés parce que je les trouve vraiment très intéressants pour bien comprendre l'esprit Brain Soda. Ton cliché, Flavie, c'était quoi ? Entrée fracassante. Ça sert à quoi ? Ça sert à, en fait, à un moment, si tu veux... Vous savez, dans les films, il y a toujours quelqu'un, à un moment, on pense qu'il est ailleurs. Genre, il est à la supérette. Et il apparaît en ouvrant une porte, en se pétant la gueule et en disant « Hey, coucou, je suis revenu !» Alors que ça n'a aucun sens puisqu'on vient de le voir à la supérette. Donc moi, c'était ça, en fait. Je pouvais décider d'arriver à un moment dans le scénar de façon totalement improbable. À quelque part. Ouais. Et tu t'en es servi pour faire plein de scènes assez marrantes où tu arrives par derrière, tu tombes d'un escalier, tu arrives dans la salle. Enfin, à chaque fois, tu faisais des entrées, n'importe quoi. Sachant que c'est un cliché qu'en théorie, on peut utiliser qu'une fois. Mais toi, tu t'en es servi comme couleur. Ouais, mais en fait, très souvent, en fait, quand j'arrivais, les fois où je l'ai utilisé au début, déjà, j'avais pas compris qu'on pouvait l'utiliser qu'une fois. Et je l'ai mixé avec le fait de Goodies d'avoir une chance incroyable. Donc, j'estimais qu'en fait, mon personnage, il arrivait toujours au bon moment, mais n'importe comment, en fait. Voilà. Vincent, ton cliché, c'était quoi ? Retournement scénaristique. Ah ouais. C'était un cliché qui me permettait d'engager un retournement incroyable dans le scénario. Donc moi, en fait, je l'ai utilisé une fois, correctement. Nous allions être happés par les hélices du bateau parce que je n'avais pas réussi
avironner correctement la barque. Pas manier les avirons. C'est-à-dire qu'en fait, plus exactement, tu faisais tourner les avirons, mais tu n'avais pas mis les rames en contact avec l'eau. Ben, moi, j'avais vu les gens faire tourner Plus les avirons. exactement, il a raté son jet de dés. Mais mais j'avais vu beaucoup de gens faire de l'aviron, mais j'avais jamais fait attention qu'il fallait que les avirons soient dans l'eau. Voilà. Scène intéressante là Et aussi. comme on allait être happé par ça, j'ai pu utiliser ce cliché pour nous sauver en comprenant qu'il fallait les mettre dans l'eau. Et donc, ça, c'est sauver bien. le groupe. C'est vraiment épique comme moment, le moment où tu cesses de ramer dans le vide comme ça, puis tu dis il faut mettre les rames dans l'eau. Effectivement. On voit que tout ça est très sérieux. En termes de fiction. Jérémy, c'était quoi ton cliché ? Moi, c'était scène retournée, mais il faut savoir que j'avais tiré un autre cliché qui avait paru pour l'ensemble de la table quasiment comme un truc qui n'était pas encore bon pour mon personnage. Là, on a failli pas avoir la bimbo quand même dans cette histoire. Pourquoi Faut expliquer. C'était scène coupée, je crois. C'était scène coupée. Et une grande partie de la table me dit ah non, ça, déjà que ton personnage il va peut-être être difficile à jouer ou pas assez puissant comme personnage. Je ne sais pas vraiment ce qui est à jouer pour chacun d'entre vous. Mais quand on est tombé sur scène coupée, on a décidé de relancer le dé pour tomber sur scène retournée. Moi j'ai suivi, mais quelque part ça m'arrange parce que je pense que scène coupée, ça diminue un petit peu. Je crois que mon personnage est absent en fait. On dit non, on considère que mon personnage est absent. Je trouve ça plus intéressant de la faire rejouer parce que du coup j'étais dedans et ça impliquait un peu tout le monde. Alors que là c'était juste moi qui me protégeais. Enfin je sais pas. Je trouvais que c'était un cliché plus intéressant. Et je pense que les clichés, il y en a des plus ou moins intéressants. Il faut bien tomber aussi pour que ça soit sympa. Ouais, c'est sûr que en fait, alors c'est pas tellement ça, c'est que si ton cliché, le premier cliché que tu as tiré était arrivé sur quelqu'un comme moi, à qui on avait considéré que les baddies et les goodies étaient plutôt positifs, on aurait dit ok. Mais c'est que là, il y avait ton cliché était pas terrible et on avait noté que ton personnage, ses goodies et ses baddies n'apportaient pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est volontairement déséquilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher d'équilibrage dans ce jeu. Ils n'en ont pas eu. Il ne faut pas chercher l'équilibrage des points et tout ça dans le jeu parce que en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les mots, les termes, les idiomes présents sur votre fiche vous donnent à jouer comme archétype dans la fiction. Et donc, c'est un jeu d'humour. Donc on s'en fout de l'équilibrage. Ce n'est pas un jeu ludiste, c'est un jeu simulationniste, au sens où il sert à émuler le canon esthétique des films de genre pour créer de l'humour. Je t'en prie, Guillaume. Alors qu'en termes de création de personnages, en fait, vous avez tous le même nombre de points à la base. Oui, mais ça, c'est cosmétique. Ça. Voilà, c'est cosmétique, c'est purement cosmétique. Et en fait, il y a des prérequis pour avoir les archétypes comme Bimbo, comme Zonar, etc. Il y a des conditions pour ensuite qui débloquent des capacités. C'est quoi les conditions par exemple, c'est minimum. Je regarde par exemple certains. Il n'y a pas une histoire de... Parce qu'à la fin du jeu, on débriefe le film qu'on a fait et on évalue si oui ou non il va aller dans les DVD directement, s'il va passer par un vidéoclub ou s'il sera même diffusé au cinéma, voir si ce sera un grand succès au cinéma. Et en fonction de ça, on obtient je vais dire rapidement des points d'expérience qui nous permettent de pouvoir jouer des archétypes différents pour les prochaines parties. Je me trompe pas, Guillaume ? Il y a quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Et même, on dit que ces points de box-office, qui sont ces points d'expérience, montrent aussi qui sera dans la suite, s'il y a suite. C'est-à-dire que tous les personnages ne seront pas obligatoirement là. Même si le personnage meurt, il peut apparaître dans la suite après, s'il a beaucoup de points de box-office. Comme dans Jurassic Park, par exemple, dans Jurassic Park 2, ils ont mis Malcolm dans Jurassic Park 2 parce que c'était le personnage qui avait le plus plu au public, etc. Exactement. Et ça a donné pas vrai, lieu... c'était pas lui. Et c'est justement le souci, c'est pour ça que dans le 3, ils ont remis... Mais voilà un exemple de comment les points de box-office... Donc là, ce serait pareil avec Brain Soda. J'aimais pas Malcolm, moi. Par exemple, moi, je l'aimais beaucoup. Je pense qu'on serait même prêt à ressusciter le personnage de Jérémy, même si elle était morte, pour la voir dans le film 2. Exactement, voilà, avec une raison qui est totalement what the fuck-esque. Ouais, voilà, c'est ça, peu importe. Vincent, tu voulais intervenir ? Ok. Alors, Guillaume, juste par exemple pour les conditions, le Zonar que jouait Vincent avait une restriction, c'est minimum 2 en muscles
C'est-à-dire que pour pouvoir jouer le Zonar, fallait avoir des muscles, etc. Ah, c'est-à-dire que tu fais d'abord tes caractéristiques, on les donne rapidement: muscles, souplesse, cervelle, sens, tripes, psy, bagou et bordé de nouilles. Tu répartis d'abord ces points-là et ensuite tu as le droit d'avoir accès à tel ou tel archétype. C'est ça, à des archétypes, à des classes de personnages, en gros. Très bien. Une belle Vincent. référence à Advanced Dungeons & Dragons. Exactement. Ah, d'accord. C'était déjà comme ça. Si tu voulais jouer un paladin, il te fallait un minimum de temps en charisme. Très bien. Ok, moi je viens de jeux type l'œil noir où c'est l'inverse. Tu choisis ta classe et ça a de l'impact sur les... Ça te donne des bonus. Ah, quoique je sais plus. Je sais plus. Peut-être que c'est simultané et que du coup tu dois mettre tes points. Ah, je m'en souviens plus. Bon, ok. Mais donc référence là au monde du jeu de rôle au final. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose? Si on continue sur l'archétype du Zonar, du coup, on distribue les points d'attribut, on choisit la classe du Zonar. Qu'est-ce que ça débloque ensuite au-delà du non-Zonar? Alors, le Zonar débloque les goodies et les baddies. Ah oui. C'est-à-dire c'est logique, que, par exemple, dur à cuire était un goodies de 2 points. Ça permettait d'avoir un baddies soit de 2 points, soit de 2 baddies de 1 point. Parmi les baddies, alors, je vais d'abord dire les goodies. Parmi les goodies, vous avez un de 2 points qui est dur à cuire et 2 de 1 point qui est insomniaque et mémoire. Je reviendrai te chercher. Par exemple. I'll be back. Exactement. Et parmi les bâtisses, vous avez un de 2 points, impulsif, qu'avait Vincent justement, et 4 de 1 point, grossier, ou ennemi. Tu te souviens de moi, gringo? Toi, tu es mon père. Prépare-toi à mourir. Ou bien victime de la mode. On a quelque chose en rapport avec d'autres archétypes, justement. Et le dernier, c'était mauvaise réputation. Il fait des prises de kung-fu sur les enfants de la crèche municipale. Ah oui, d'accord. Très bien. Il n'utilisait pas mon art. D'ailleurs, on voit que c'est pas uniquement des références de films d'horreur et de slasher. Il y a des références à toutes les séries Z, à toutes les choses comme ça. Enfin, c'est intéressant. Et justement, il y a 3 cadres de campagne, on va dire, 3 univers dans Wine Soda. 2. Guillaume. C'est Teenage Movies, où là on joue vraiment des slashers ou des films avec des monstres. On a Cosmo Cosmocat. presque Cosmo Kitsch. Cosmo Kitsch, ah oui, c'est ça. J'allais dire Cosmo et K.O. Donc c'est le mauvais film de... C'est le mauvais film de SF. De SF. Ouais. Avec les monstres en carton-pâte ou en polyester, bref. Et Gothic Soda, où on joue plus des films de la Hammer des années 50, 60, 70, les vieux Dracula, Frankenstein. Excellent. Les bêtes du lagon, tout ça. Exactement. Du lagon, ah oui. Ouais, grave, c'est un de mes préférés. Alors, puisqu'on continue un petit peu à parler de la fiche de personnage, il y a quelque chose moi qui m'a frappé immédiatement, c'est les différents niveaux de blessures. Quand j'ai vu écrit sur la feuille lacération, empalement, mutilation, trépanation, j'étais vraiment très heureux. Parce que c'est quelque chose que je reproche beaucoup à d'autres jeux d'horreur, Cthulhu et consorts. C'est que je trouve que les points de vie, de façon générique, n'émule pas suffisamment visuellement, et surtout quand il s'agit d'un canon esthétique basé sur le cinéma, n'émule pas suffisamment le type de blessure que l'on subit, et donc les conséquences que ça a pour le personnage, etc. La fiche là-dessus est très cohérente, parce que tout est couleur dans cette fiche. Donc couleur, on rappelle, hein, ce sont des éléments qui prêtent à l'inspiration pour le rôle que l'on va donner à son personnage. Si je mets agilité 2, ça me dit pas grand-chose de mon personnage. Alors que si je dis, par exemple, évidemment, j'ai pas gueule d'amour ou King of the Shower, etc., ça me met tout de suite, ça présente mon personnage directement dans des situations qui m'aident à l'imaginer, qui m'aident à être créatif, qui m'aident à créer autre chose. Et ça, le jeu est très cohérent là-dessus.
y compris sur la manière dont les blessures sont faites. C'est-à-dire que même les blessures, quand on parle de lacération, d'empalement, de mutilation, de trépanation, que ce soit pour le MJ qui se dit « Ah ouais, carrément, je vais faire tel personnage, je vais plutôt le lacérer, tel personnage, je vais plutôt chercher à l'empaler. Il y en a un autre que je vais mutiler, ça va être marrant de le voir avec son moignon se déplacer, etc. etc. » Tu vois, ça aide à créer des types d'horreurs différents, etc. T'es pas d'accord, Vincent ? Non, parce qu'en fait, c'est... Effectivement... Tu as peut-être raison dans l'esprit, mais dans le système, en l'occurrence, c'est un système de points de vie. De points de vie, mais de points de vie à niveau. Et voilà, à seuil, en fait. C'est-à-dire, voilà, à seuil. Lacération, c'est le premier seuil. Une fois que tu as été lacéré, tu es empalé. Une fois que tu as été empalé, tu es mutilé. Une fois que tu as été mutilé, tu es trépané. Voilà. Et ça crée des conditions qui font juste des moins, en fait, sur les dés. -1, -2 et ensuite... J'étais vachement déçu en fait. C'est là où je voulais en venir, c'est que la feuille de personnage me vendait du rêve. Je me disais ah ouais ok, on va avoir des points de lacération, c'est-à-dire que le système va faire que parfois on sera lacéré, parfois on sera empalé. Tu n'étais pas le seul. Hein. J'avais pensé vraiment que c'était le même système. C'est-à-dire que je pensais... c'est bizarre parce qu'en fait c'est la manière dont c'est mis en avant sur la feuille de personnage. C'est qu'on a vraiment l'impression que la limite 4 colonnes. Ouais. Parce que la dernière case qui correspond à la lacération, elle est colorée et ça donne une séparation visuelle. Ah non, il y a une séparation visuelle. Tu prends une règle, justement j'ai pris une règle pour mesurer. Oui, il y a 0,5 d'écart entre chaque petit carré et les 4 carrés en fait après lacération, empalement, etc. Il y a 0,7. Okay. Donc c'est tout bête, mais en fait, effectivement, ça crée un sentiment de bloc. Il y a un bloc lacération, un bloc empalement, un bloc mutilation, un bloc trépanation qui laisse envisager qu'on va pouvoir prendre des points de lacération, des points d'empalement et des points de mutilation, des points de trépanation de façon séparée. Maintenant, je pense que dans l'idée, en fait, c'était que quand tu commences à te faire défoncer la face dans un film d'horreur, au début, tu as juste des lacérations, et ensuite, tu t'es ramassé des trucs en toi, et puis ensuite, on t'a mutilé, il y a une partie ton bras qui est tombé, et puis trépaner, c'est quand ça commence à aller vraiment pas bien, quoi. Oui, mais sauf qu'au final, à un moment donné, donc Guillaume nous a expliqué qu'en fait c'était des points de vie finalement, c'est-à-dire que en fait on a concrètement 4 x 4, 16 points de vie, chaque personnage a 16 points de vie. Moi aussi j'avais compris qu'on pouvait être trépané, genre avoir un point de trépanation, mais finalement plus tard t'allais te faire empaler, et plus tard à un moment t'allais te faire lacérer avant une mutilation. Bref, un peu plus de fun, quoi. Ouais, on avait une promesse et en fait non, c'est un système classique. Mais c'est pas grave parce que ok, je veux dire bon, c'est vrai, c'est pas, mais malgré tout je trouve ça très inspirant, et donc je préfère encore que ce soit raté comme ça plutôt qu'on me mette bêtement PV en fait, tu vois, ça me va. Oui, parce qu'il a 4 niveaux quand même. Il y a 4 niveaux quand même, puis on peut imaginer un MJ, du coup la feuille de personnage et sa présentation même invite le MJ, je trouve, à distribuer ses points s'il veut, enfin ça va. Je trouve, voilà, il prend 4 points. Mettons, on fait une marge de réussite. Alors, je vais revenir à ça, mais le système d'évolution, on va en parler. Mais qui peut être meurtrier d'un seul coup ou qui peut être très faible en termes statistiques. Soit c'est très faible en termes de marge, soit c'est très meurtrier d'un seul coup. Donc, du coup, tu peux, quand t'es MJ, t'amuser à dire tiens, coche-moi. T'as pris combien là ? 2. Coche-moi 1 point de lacération. Non, coche-moi 2 points de lacération, par exemple. Et puis, si tu prends 10. Bon là, tu me coches toutes tes trépanations, t'as un pieu dans la tête. Enfin, tu vois, on peut imaginer en fait, c'est très très facile sur la base de ça, de patcher et d'imaginer quelque chose de valable. Et je préfère encore une fois que les mots apparaissent pour inciter couleurs, etc. plutôt que bêtement PV. Et donc c'est quand même un truc qu'on peut mettre au crédit du jeu, surtout en 2003. Guillaume. Alors, et en plus, la mort n'est pas si grave dans ce jeu-là, puisque vos personnages sont des victimes. Et ils sont bien présentés comme ça dans le jeu. Là, il n'y a pas eu de mort autour de la table, mais normalement, il y a même des règles pour dire qu'est-ce qui se passe justement pour le joueur qui est mort. Soit il y a ce qu'on appelle ça une réincarnation, c'est-à-dire que vous revenez exactement avec le même personnage. Par exemple, le scout, il peut y avoir un deuxième scout qui a quasiment la même chose, mais au lieu de s'appeler Wesley, il va s'appeler Fred, ou ce genre de choses-là. Mais c'est pas grave, il a les mêmes traits. Ron, c'est ça. Il y a ça, il y a le fait d'être transformé en monstre, aussi, où là on peut jouer le monstre. Et il y a... J'aurais adoré jouer le monstre. Mais grave, en fait, je regrette trop parce qu'à un moment, j'ai utilisé un rebondissement improbable. Mais en fait, j'aurais dû me laisser défoncer la gueule. Je vous aurais pourri. Et le troisième, je suis en train de le chercher, c'est... Vincent, vas-y, interviens pendant ce temps-là, vas-y. Ah non, tu voulais intervenir, ouais. Non, je disais une bêtise, je disais juste que Fly n'aurait pas pu.
Ah, d'accord. Pourquoi? Elle n'aurait pas pu nous défoncer. Ah oui, vous êtes sur une équipe trop soudée et trop efficace. À cause du lucha libre, voyons. À cause du lucha libre. La prise du dauphin aquatique, c'est ça? Non, c'était le Dolphinus Rex. Ouais. Et la loutre dorée et plein de... La loutre Dorado. Le condor. Le condor. El Condor. El Condor. Ouais, on a eu une scène incroyable de lucha libre contre un zombie. Donc, Vincent, t'étais habité en fait par ton personnage. J'ai envie de dire, t'étais vraiment. Et puis alors, ce qui était rigolo, c'était de t'imaginer en train de te battre comme ça au corps à corps avec un zombie dont les chairs putréfiées commençaient déjà à se Mais il nous détacher. décrivait les prises, les doigts dans le nez, le saut, la pirouette. T'imaginais vraiment la scène improbable avec des positions où dans un film il doit avoir des câbles avec des ralentis mal faits, je ne sais pas, mal visés. Et il dit mais pourquoi il a les doigts dans le nez? Ça sert à rien pour en fait au bout du coup donner des coups de talon sur les oreilles. Donc c'était un combat spectaculaire. D'ailleurs, il faudra aussi qu'on revienne. On va refaire les points qu'on a gagnés liés à notre fiction. Là, on a fait ça hier soir. Tu nous as dit, oui. Tiens, j'aimerais bien qu'on refasse ça dans les micros à la fin du podcast. J'ai le troisième élément. C'est le The Return of the Dead. C'est le personnage est mort, mais c'est pas grave, il reviendra dans le film précédent. Dans le film d'après, pardon. D'accord, ok. Bah oui, c'est ce que pour les zombies, on aurait pu faire ça, par exemple, avec le personnage de Cordelia. Si c'est le préquel. Excellent. Autre élément, moi, qui m'a beaucoup marqué toujours sur la fiche de personnage, c'est les compétences qui sont présentées comme des traits. Alors, les amis, on a l'habitude de ça, nous. Ça y est, c'est rentré. En 2003, ça reste encore assez 2008, marginal. on a dit au début du jeu. 2003, le jeu amateur. Ah oui. C'est la réédition qu'on a sous les yeux. Alors peut-être, tu vas me dire, si ça se trouve, les traits n'étaient pas dans la truc de 2003. Ouais, il avait peut-être eu des différences, les deux éditions quand même. Mais... Alors peut-être. Mais en tout cas, voilà. Je trouve notable pour ce jeu l'existence de traits qui fonctionnent et moi, ça m'a dans... permis de faire quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est que j'essaye généralement quand j'ai des traits, et ça fait de moi soit quelqu'un de super, soit quelqu'un d'insupportable, à vous de choisir. J'essaye généralement de tordre un peu le trait pour dire allez, file-moi les points pour pouvoir lancer. J'ai le droit d'ajouter à mon jet de muscle, j'ai le droit d'ajouter mon jet Castor Junior. Je t'ai quand même fait une présentation de ce que je pouvais faire avec Castor Junior sur les muscles. Non, ça passe pas, tant pis. Alors effectivement, donc on rappelle ce que c'est qu'un trait. Au lieu d'avoir une compétence, pareil, agilité, force, machin, donc un truc qui raconte rien et qui ne dit rien. Désolé pour les gens qui aiment l'OSR. Non, mais ils en font exprès. Voilà, je chambre un peu. Donc, on a quelque chose qui nous dit tout de suite un axe central et d'ores et déjà fictionnel par rapport à notre personnage. C'est ça que le trait apporte. Et donc, par exemple, moi, je vais fumer comme un pompier, entre parenthèses, 2. Ça veut dire que si à un moment donné, au cours d'une scène où on me demande un jet de dés, je peux montrer que le fait de fumer comme un pompier est important pour résoudre le problème, je peux ajouter 2 points à ma compétence. Donc par exemple, si c'est muscle plus autre chose, et qu'en fait le fait que je fume, ça m'apporte un avantage, par exemple je lui écrase ma clope sur la tête, tac, ça fait un +2 à mon score de muscle. Donc si j'avais 3 en muscle, j'ai +2, je passe à 5. Donc les traits en fait rajoutent un élément que l'on peut invoquer, un élément fictionnel que l'on peut invoquer pour s'aider dans une compétence. Et ça, moi, j'ai toujours été fan absolu de ce truc, notamment dans les années 2010 et tout, où moi, je commençais à travailler dans le monde du jeu de rôle. Tous les jeux avec des traits comme ça, que ce soit Dogs, Hero Wars, tous les jeux avec des traits comme ça, j'ai toujours trouvé ça incroyable. 2000, j'ai commencé à 2008 à publier Sens. 2010... Non, mais publication, en fait, pas la création. Ouais, d'accord. La création, Sens, il a été créé en 2000. Mais la publication de Sens et mon début dans le monde du jeu de rôle, c'était autour de 2008-2010. Tu veux pas dire que Sens a été créé vachement avant et que tu l'as découvert dans ton grenier? Mais si, bien sûr. Ah bon, ça. J'ai eu peur. Mais mes premières tables de Sens ont commencé en 99, si tu veux tout savoir. 1999, voilà. Donc, bref, peu importe. En tout cas, c'est entre les années 2000 et 2010, c'était des systèmes qui étaient quand même assez marginaux. C'était pas comme il y avait beaucoup encore de caractères compétences. Donc je note juste à nouveau pour Brain Soda pas une originalité, mais le jeu s'inscrit dans un côté novateur, dans
Bah ouais, dans la droite ligne de ce qui se faisait sur The Forge, Hero Wars, de machin, des jeux que Ron Edwards adorait et machin. Enfin, tu vois, il y a un côté forgien dans Brain Soda, c'est ça que j'essaye de dire. Guillaume, pardon. Oui, ces compétences-là, d'ailleurs, ne sont pas listées. C'est vraiment le joueur qui va créer ses compétences. Il y a des exemples pour chaque archétype, mais c'est vraiment libre. Et ça aussi, c'est très, très intéressant. C'est libré. Alors, moi, j'y vois vraiment, en fait, une fois de plus, une adéquation avec le propos, parce que j'imagine vraiment ces compétences comme des directions de jeu données par un réalisateur. Ouais. Vraiment. Parce que, comme je le disais au début, moi, les compétences, mon personnage n'a joué, s'est servi assez peu des compétences. Et pourtant, je pense que j'étais un de ceux qui les a le plus utilisés sur un plan systémique. Mais par contre, tous, on a axé l'essentiel de notre jeu d'acteur sur ces compétences. Et c'est ce qui a défini nos personnages. C'est le principe des traits. Des couleurs. Et des couleurs. C'est le principe même c'est-à-dire que les traits sont à la fois des caracs et des couleurs. C'est-à-dire qu'ils t'aident à jouer, à créer des choses dans le sens... Mais je trouve que dans ce jeu, c'est beaucoup plus des couleurs que des caracs. Alors, oui, je suis d'accord. Flavie. Ça dépendait aussi. Moi, par exemple, attirer les boulets, je voyais pas comment l'utiliser. Et pourtant, t'en avais des boulets. Hein. Mais par contre, je l'utilisais pas pour les jets de dés. Par contre, qu'est-ce que je l'ai utilisé ? J'en ai même fait des ressorts scénaristiques ou mais si tu m'enfermais sans arrêt dans mon placard. Pareil, défendre sa prochaine et aider les autres dans le besoin. Je l'ai surtout joué en roleplay. Tu l'as fait une fois, aider je tiens à dire qu'ils sont pas terribles. Et avoir l'air sérieux en disant n'importe quoi. Ça, oui, ça c'est mieux. Je l'ai utilisé un petit peu en bagou, mais au final, et en final, j'ai surtout utilisé Castor Junior. En fait, regardez, je vous montre des bons traits. Les miens, ils sont excellents, vraiment. Fumer comme un pompier. Donc ça fait référence à ces personnages dans les films qui ont toujours la clope au bec, etc. Ça donne une allure, c'est un style. S'habiller en cuir malgré la chaleur. Ça, c'est pareil. C'est l'archétype de ces personnages. Les filles badass. Puis le truc complètement irréel. C'est-à-dire que c'est ces femmes habillées en cuir en plein milieu du désert. Enfin, là aussi, on est dans le cinéma. Tabassé avec tout ce qui lui tombe sous la main. Mais il y a plein de scènes au cinéma où la personne est poursuivie par le Terminator, par le tueur indestructible, et où elle prend tout ce qu'il lui trouve sous la main pour le tabasser, etc., et arrêter sa chute. Rester bien coiffé. Mais bien sûr, au cinéma, il y a toujours ces scènes d'action terribles avec James Bond qui traverse avec un tank, n'importe quoi, et à la fin, il remet sa cravate ou il remet son brushing. Il n'a pas bougé. Tout ça est très cinématographique. C'est-à-dire que les traits nous font non seulement imaginer notre personnage, mais ils sont en adéquation, c'est ce que disait Vincent tout de suite, parfaitement avec le cinéma. On retombe encore sur le cinéma. Et puis toi, tu pouvais bien les utiliser. Par exemple, la clope au bec, tu peux l'utiliser pour le bagou. Bon, défoncer la gueule à quelqu'un avec tout ce qui tombe sur la main, tu peux l'utiliser. Le cuir, pour la défense. Le cuir, c'est difficile à transpercer. Voilà, exactement, c'est ça. Donc en plus, tu as des bonnes idées pour les utiliser. Moi, j'en avais moins que toi. J'ai moins d'inspiration là-dessus. Toi, tu es plus capable de négocier par rapport au trait. Guillaume. Mais par contre, tu l'as énormément joué, par exemple, en roleplay. Voilà. Tu fumais tout le temps, tu allais prendre une douche, etc. Oui, non, tout à fait. Mais je pense que c'est général. Tout le monde à table l'a plus utilisé en roleplay que sur le système. Je trouve qu'il y a des traits qui sont, par contre, moins cinématographiques. Et donc, du coup, qui amènent moins à faire des propositions sur le contenu fictionnel du jeu. Un trait qui dit juste « t'es fort », c'est inerte du point de vue de la fiction. Enfin, peut-être. Ou même des déplacements silencieux, si t'es pas dans un scénario qui l'utilise, tu dis mais pourquoi j'ai utilisé des points de compétence alors que le scénario ne l'amène jamais. Là, effectivement, quoi qu'il arrive, tu l'utilises en couleur. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, voilà. Jérémy, pardon. Pour revenir sur les compétences, mais d'un point de vue des règles. Alors, attention. Les compétences dont on parle dans ce podcast, chers auditeurs. On va dire des traits. Si ce sont des traits, voilà, parce que. Mais les traits qui ont des points. Du coup, c'est que le joueur qui détermine ses compétences ou le metteur en scène, c'est-à-dire le MJ, peut aussi en donner. Alors non, c'est que le joueur. Ok. Je pense que des fois, ça peut être intéressant que le metteur en scène oblige un petit peu pour mettre vraiment de la couleur, une couleur particulière. Mais bon, et des trucs dont il sait que les joueurs vont pouvoir se servir. Oui. Parce qu'il a prévu des scènes pour dans pas lesquelles que elles sont importantes. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Pour une raison toute bête. Le système fait en sorte
qu'il est inintéressant d'utiliser une compétence, sauf si elle est au-delà de 3 ou 4, donc un très gros score. Si tu as une compétence plus en dessous de ce score, il vaut mieux utiliser uniquement ta caractéristique, parce que quand tu ne jettes pas de compétences, tu jettes donc le système, parce qu'on n'en a pas parlé, il faut quand même le dire, c'est un système à seuil. Hein, il faut faire moins qu'un certain score sur un type de dé. Et si on utilise une compétence, c'est compétence plus carac, alors que si on n'utilise qu'une carac, c'est 2 fois la carac. Donc en réalité, le système nous dit que les compétences ne sont pas très utiles, tant qu'elles ne sont pas à très haut niveau. En fait, ces compétences, ces traits, pour moi, vraiment, ne sont là que pour la couleur et ne sont que des indications de jeu. Clairement, j'avais plusieurs compétences. La seule qui était utile pour moi, c'était Lucha Libre, parce que je l'avais à 5, ce qui est un très gros score. Toutes les compétences que j'avais à 1 ou 2 ne me servaient qu'à orienter mon roleplay, enfin, qu'à orienter le jeu d'acteur que faisait... voilà, c'est encore du méta. Et du coup, je pense que comme tu le disais, les traits, c'est un curseur entre compétences et couleurs. Là, on est vraiment à fond du côté couleur. Je pense que le système le prévoit. Je pense qu'il faut expliquer le système de résolution alors, peut-être. Je voudrais juste revenir sur un tout petit point qu'on a dit tout à l'heure et sur lequel je voudrais amender. Et ensuite, on passe sur le système de résolution, ce qui sera très important. C'est que si on laisse le MJ déterminer les traits à l'avance, on est dans un scénario qui sera beaucoup plus scripté. Et d'ailleurs, je dis à raison scénario. Ce que j'ai adoré dans Brain Soda, c'est que oui, il y a un scénario qui est écrit dans la base et qui est très facile, très accessible pour le meneur de jeu ou le metteur en scène. Je ne sais plus comment il s'appelle vraiment le metteur en scène. Vraiment metteur en scène, oui. Ça, c'est génial aussi de ne pas avoir utilisé le mot maître de jeu. Merci Brain Soda, super. En fait, il fait un peu des deux, mais c'est surtout metteur en scène. C'est normal dans les jeux de ces années-là. Alors, si tu laisses les compétences, donc les traits, au choix du joueur, ce qui est extraordinaire, c'est que ça pousse le joueur à amener dans la fiction des situations qui mettent en valeur ses traits. Et donc ça le rend encore plus acteur du scénario, encore plus acteur du film, il a encore plus d'engagement et encore plus d'agentivité et d'implication dans la partie. Donc à mon avis, l'idée de laisser les traits... Tu vois, on disait tout à l'heure, Jérémy, est-ce qu'il ne faut pas que le maître de jeu prévoit des traits à l'avance, ouais, qu'il n'en pose même qu'un ou deux, pas forcément tous, mais pas juste tous. Dire, voilà, au moins ça... Pas tous. Moi, je plaiderais pour le pas tous, parce qu'il faut qu'il y ait des choses liberté. Que toi, tu as envie d'amener. Ouais, tu rajoutes ta propre couleur. Moi, il y a plein de moments où j'ai voulu orienter la fiction vers des zones de cuisine, etc. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de proposer qu'on aille... parce que, en fait, j'avais envie d'arriver à cette scène où j'allais prendre les ustensiles de cuisine et les balancer sur tout le monde. Et plein de trucs comme ça. Il y a plein de moments où j'ai amené la fiction vers la douche, parce que machin... Enfin, plein de moments où j'amenais volontairement la fiction dans l'endroit où je voulais, parce que je savais que ça me servirait. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Maintenant, on va parler du système de résolution. Allez, on y va. Guillaume. Alors, pour le système de résolution, il y a beaucoup de dés. Alors, je tiens juste à... moi, en fait, j'ai surkiffé le jeu. Je me suis marrée comme une baleine pendant quasiment tout le jeu, sauf pendant les scènes de combat. Et je te laisse continuer. De résolution, ouais. Alors, pour le système de résolution, en fait, il y a beaucoup de dés. Dans ce jeu-là. On utilise le D4, le D6, le D12, le D10 et le D20. Je trouve ça super, moi. Le fait que la difficulté soit déterminée par le type de dé qu'on lance, ça c'est super. C'est visuel, c'est-à-dire que le MJ choisit quel est le dé lancé par le joueur. C'est ça, si le plus facile, c'est le D4. Ah oui, parce qu'on fait des petits scores avec un D4, donc c'est beaucoup plus facile de faire sous la compétence. Il faut faire le plus sous la compétence. Donc quand tu as 3 en muscle, il faut faire 3, 2 ou 1. Voilà. 3 plus la compétence
associés. Le mot compétence pour parler des traits, au secours, ça mêle tout, mais oui. Pour moi, les compétences, c'est muscles, souplesse, cervelle, sens, tripsi, bagou, bordé de nouilles. Surtout qu'ils On n'ont pas peut de les nom. appeler capacités, comme ça, du coup. Ouais, sinon. capacité. Surtout qu'ils n'ont pas de nom en fait. Muscles, Non. souplesse, cervelle. Sur la fiche de personnage, il n'y en a pas. Moi, par exemple, mon personnage, son score max, c'est muscle, souplesse, sens, où il a tout à 3 là. Muscle à 3, plus par exemple mettre des grandes claques dans le dos à 4, ça ferait 7 en tout. Si je lance un D4, je suis sûr d'y arriver. Si je lance un D6, je suis sûr d'y arriver. Si il est plus difficile d'y arriver, par exemple, si je lance un D10, ça commence à être douteux. Si je lance un D12, si je lance un D20, etc. Et on voit que plus le dé lancé est gros, plus les chances donc plus la difficulté est grande. Donc ça, c'était juste pour résoudre des... C'est ce qu'on faisait pour résoudre des conflits il y a normaux. ça, et C'est il y a les- la marge de réussite aussi. Voilà, ça, c'est Et le plus marge embêtant. d'échec. C'est-à-dire que la différence entre le score attendu, du moins le score du personnage, c'est-à-dire par exemple muscle plus la compétence adéquate, si c'est 7 et Voilà. qu'avec un des 4 on fait 3. 3, Ma marge est de 4. voilà, c'est ça. Et ça fait il y a un tableau pour expliquer qu'est-ce que ça crée. La même chose par rapport à l'échec. Voilà. Ça, c'était typique des jeux. C'est des trucs qu'on trouvait dans beaucoup de jeux, qu'on retrouve encore d'ailleurs. C'est encore des choses qu'on trouve. Mais c'est quand même, pour moi, le gros point noir du jeu. Alors, pourquoi ? Parce que du coup, ça rend... Alors, attention. Encore une fois, c'est le gros point noir dans l'expérience qu'on en a. Donc, Dans la partie. Dans la partie. Parce que ça a rendu le combat extrêmement poussif, extrêmement long. Alors, le combat, c'est encore autre chose. Ouais, Je- ça va plus j'expliquerai. loin encore, parce que là, on est qu'au début. Parce que là encore, ça va quand c'est un test. Quand c'est c'est juste un test de ça passe compétences, très oui. bien. Parce qu'ensuite, il y a beaucoup plus de calculs pour les combats. Et là, ça coince, pour moi aussi. T'as au moins 3 variables. j'ai l'impression. Non, pardon, 6 variables. Trois- Parce que 3 trois pour fois le deux, joueur ouais. et 3 pour celui qui... C'est ça. Ça fait 6 trucs. Pour faire un calcul, on perd 20 secondes de silence pour faire les calculs, même quand on est bon en maths, mais qu'il est tard le soir, on est là. Nanana. Sachant que je joue un personnage bête, donc déjà, c'est-à-dire qu'il faut que je rallume mon cerveau. Et puis tu fais confiance à un moment au metteur en scène, parce que de toute façon, c'est le metteur en scène. Et puis voilà, mais c'est dommage, parce que ouais, ça coupe Et le rythme dans alors- un film qui s'arrête pas dans le délire. Le On va climax. peut-être- Exactement. on va Et peut-être justement, présenter- c'est plus on va dans le climax, et ben plus c'est long autour de la table. On va peut-être présenter alors le système de combat. Alors, le combat. Alors, le combat, c'est toujours un système en opposition. C'est un adversaire contre un adversaire. S'il y en a plusieurs, c'est un G à chaque fois. Et c'est les deux joueurs lancent le dé. Et on voit la marge de réussite par rapport à la caractéristique, par exemple muscle souvent, et la compétence adéquate. On fait en opposition, on voit ce qui se passe sur l'autre. Et pour les dégâts, c'est muscle plus marge de réussite plus niveau de l'arme, dégâts de l'arme, moins défense, c'est-à-dire muscle de l'adversaire plus la marge de réussite. Donc ça peut être en plus ou en moins, ça dépend s'il a loupé ou s'il a réussi son jet. Plus l'armure, ce qui fait égal Je te jure, je et- donne Capes ça. en maths. égal Capes en niveau, maths. niveau de blessure. Voilà. Je donne ça à quelques mes étudiants qui sont pas très bons en maths, je les perds. Ah bah moi les mêmes hein. En professionnel c'est même pas la peine d'y penser. Déjà, on m'avait reproché dans Vademecum le coup de l'Aegis qui diminuait les blessures. Déjà, ça m'avait été reproché à fond. Mais là, c'est encore plus compliqué, quoi. Ils ont réussi à faire un truc encore plus compliqué. Sachant qu'on fait des fois des combats, des coups pour une blessure ou deux, ou alors Ou il zéro. peut y avoir 8, 9, 10 blessures d'un coup, quoi. Non, Et là, on dit c'est blessure, très mais ce mortel. qu'on a eu beaucoup hier soir, et ce qui a rendu le combat long et poussif, c'est qu'on lançait les dés et que très souvent, il n'y avait aucune blessure, en fait. Ou une ou deux. Souvent un ou deux Et ce points. qui fait qu'en fait, il a fallu recommencer ça 4, 5, 6 fois. Et au bout de 6 coups, en fait, j'ai regardé, ça faisait 40 minutes qu'on jouait. Juste une petite scène. Alors que tout le reste avait été hyper rapide, hyper fluide et tout. Et là, le fait de devoir calculer ça, et au final,
en fait, ça tombe un peu dans l'eau. T'as fait un super truc, mais en fait, ça fait 0. Lui, il t'attaque quand vous calculez les trucs, ça fait 0 aussi. Ah là, vous avez fait 1 point de dégâts. Ouais, mais je suppose qu'il a pas 1 point de vie. Et au final, c'est devenu hyper poussif. Et je me rappelle qu'à un moment, c'est tous regardé, on a fait c'est long, hein, le combat. Parce que et puis tout le reste avait été énorme, rapide. Enfin, c'était super. Et donc là, c'est vraiment la dichotomie. Je trouve que ça me fait le même effet de ralentissement que dans les jeux vidéo quand il y a un boss hyper dur alors que le jeu était fluide, tu vois. J'avais vraiment l'impression de ce boss imbutable. T'es là, c'est juste un mini-boss en plus. Jérémy d'abord, puis Guillaume ensuite. Imagine si on avait simulé un film comme James Bond avec la première scène où tu as de l'action. Et donc déjà, la première scène, c'est du combat. Le jeu, on l'aurait pas du tout apprécié. On ne serait pas rentré dedans. Donc c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment parce que c'était à la fin et que de toute façon, on avait bien compris l'essentiel de ce que le jeu peut apporter. On se dit, ah zut, il y a juste ça à transformer. Mais si ça avait été commencé par ça, on ne serait pas rentré dedans, on n'aurait peut-être même pas eu de podcast. On se dit, non, mais c'est pas possible. Ou alors on l'aurait défoncé, mais du coup, on serait bloqué que sur l'aspect résolution et on n'aurait peut-être pas vu tout le sel du jeu, quoi. On l'aurait pas joué, clairement. Alors, je voudrais juste rappeler aussi que les podcasts de la cellule sont faits sur la base d'une partie et que même si on dit toujours critiquer un jeu, il semble que c'est évident, mais je le rappelle quand même pour les gens, c'est qu'on critique une partie. Et donc, effectivement, ce que tu dis là, c'est que la critique du jeu aurait été différent si la partie s'était déroulée autrement et si la partie avait commencé par un combat. Alors que là, ça faisait 3 heures qu'on se marrait comme des phoques, donc du coup, quand il y a eu cette scène de combat, c'était pas grave en fait. Ça a quand même jeté un froid. Et je me souviens, on était tous un peu fatigués, comme dit Guillaume. Comme nous a dit Guillaume à la fin de la partie, ça a donné un second souffle à la soirée, ce jeu en fait, parce qu'on a hésité à le faire, on s'est dit on est fatigué, machin truc. Le jeu nous a donné un second souffle de ouf. On s'est relancé à fond et le combat nous a fait retomber complètement et on a fini, on n'a pas enregistré le podcast le soir même parce qu'on était fatigué, quoi. Oui, Guillaume, et tu veux ajouter quelque chose? on est typiquement dans les combats à l'ancienne, dans les jeux de rôle, hein, où ça dure des fois 1 heure, 1 heure et demie. Je me souviens de Rêve de Dragon comme ça. Rêve de Dragon, j'ai vu ça aussi. Des fois on fait un truc stratégique, hop, on lance, on loupe, c'est autour d'un tel, les tours d'initiative, etc. C'est tellement long et c'est tellement... Rêve de Dragon, je m'en souviens, super partie et tout, et puis on tombe sur un homme rat et là 2h30 pour lui faire une blessure ou deux, parce qu'il y avait des tableaux à regarder, tu avais un tableau d'initiative de machin. Vincent, puis Jérémy. Je suis complètement d'accord et c'est vraiment dommage. Enfin, pour moi, vraiment, toute la partie a été exceptionnelle. J'avais des crampes aux abdos quand même. J'ai pleuré plusieurs fois, vraiment pleuré de rire. Ce qui n'est pas si fréquent quand même en jeu de rôle. En jeu de rôle. Oui, super clic, effectivement. Et là, par contre, ça a vraiment tout cassé parce que on s'est mis à s'ennuyer. Alors que la partie, ça a été une suite ininterrompue de clichés, de références, d'éclats de rire autour de la table. Et là, d'un coup, même si on a ri, boum, il y a tout qui retombait et la mayonnaise qui prenait plus, quoi. Alors Jérémy, Flavie, puis Guillaume. Jérémy d'abord. En fait, ça crée un phénomène de répétition, c'est-à-dire on a fait un tour de table, on a eu une super idée, mais ça n'a pas marché dans le système. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en deuxième tour ? On répète. Je reprends la lance et je remets dans la tête. Je relacère une deuxième fois. Et donc c'est un phénomène de répétition, c'est sûr, on sort du film. Ouais, puis Flavie. Tu vois, là, quand tu as commencé à faire de la lucha libre la première fois, on était mort de rire parce que c'est. Mais quand la deuxième, tu recommences, la troisième, tu recommences, c'est vrai qu'à la troisième fois où tu expliques une prise à la con, ça a moins d'impact. Hein. Alors, moyen, justement, c'est mon bémol. C'est que Vincent, il a tenu le système à bout de bras et le fait que ça se répète comme ça, qu'il fasse des trucs spectaculaires pour faire un point de vie, je trouve que ça a sauvé un peu la scène d'action. Honnêtement, il n'y aurait pas eu ça, la scène d'action, on en parlerait, ce serait encore pire. Là, on n'aurait peut-être pas fait plus de 2 tours. Ouais, exactement. On aurait peut-être même eu une sorte d'écran bleu, tu vois, complet. Donc, c'est un peu Vincent qui, par la lucha libre, a un peu réussi à sauver le truc. Et il y avait un espèce de contraste comme ça entre le système qui faisait aucun dégât et la lucha libre spectaculaire, etc. Mais j'y reviendrai, je crois qu'il y a quelque chose qui était un peu dans cet esprit-là, dans le système qu'ils ont voulu forger. Guillaume, vas-y. Oui, et en plus, on avait une spectatrice durant la partie qui riait avec nous, autant que nous.
Elle participe pas à ce podcast, mais... Oui, alors en fait... Toi, de l'extérieur, c'est... Voilà, et je n'étais pas joueuse, je vous observais, mais en fait, je vivais avec vous vos aventures. J'étais éprise, comme vous, Des personnages. Des personnages, T'as voilà. adoré Jérémy, je suis sûr. Jérémy et Vincent ont joué parfaitement, et du coup, il y avait même en bout de table, on rigolait pendant que l'autre partie, du coup, continuait, mais parce qu'il y avait des blagues internes. Et moi aussi, je me suis... des private jokes. Voilà, c'est ça. Et moi aussi, je me suis prise au jeu. Et effectivement, ces moments de combat, cassaient le rythme vraiment. Et pas que pour les joueurs. Alors, pour les joueurs, encore plus, parce qu'il y a des moments de frustration également. Mais du coup, ça ralentit la fiction et ça... Ouais, c'est là que tu... Et oui. Non, t'es parti vraiment te coucher à la fin de la partie. À la fin. Donc t'es pas allé te coucher avant quand même. Donc, non, j'ai fait jusqu'à la fin. T'as tenu jusqu'au bout quand même. Tu as tenu jusqu'à la prise de catch dans le nez avec les pieds dans les Exactement. oreilles. Alors, la lucha libre était fantastique. On avait la démonstration gestuelle. On vivait son truc aussi. Je vous remercie. J'ai été extrêmement aidé par mes deux acolytes. Vraiment, qui m'ont aidé dans l'inspiration. Ça a été une construction sur toute une partie. Hein. C'était un travail d'équipe. Vraiment. Le cinéma, c'est avant tout des rencontres. Et de la lucha libre. Alors, moi, je vois l'intention derrière le système. C'est-à-dire que je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Dans le slasher et dans ces films-là, dans ce genre-là, franchement, il y a un vrai côté, les persos, ils résistent de façon indécente aux attaques du méchant. Oui, et voire même, des fois même, ils n'arrivent pas malgré tout à faire de coups aux méchants. Moi, je pense aux méchants d'Halloween, où t'as beau le brûler, le tronçonner et tout, le mec, il se relève, quoi. Et il continue à te poursuivre avec la faucille. Autre... Jérémy, tu veux réagir ? Non. C'est aussi les jets de dés qu'on a fait. On aurait pu avoir un sacré jet de dés qui aurait, mais en un tour, parce que on a eu quand même des coups de dégâts. Mon personnage, à un moment, il s'est pris 7 points de dégâts d'un coup sur 16. Donc on était proche de la moitié en un seul coup. Et ça aurait pu être inversé aussi pour les méchants. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire vraiment un 1 sur un dé et le méchant aurait pu faire un très mauvais chiffre. Et là, les dégâts, c'est... Je l'ai fait. Vincent. J'ai fait un G-Max et on n'a pas fait tant de dégâts que ça. Oui, non, il y a un problème d'équilibrage du système, c'est certain, mais je vois l'intention derrière. Est-ce que ce système de jeu n'est pas fait pour faire un tour ou deux comme on a fait et passer ? Moi, je me demande, et je vais un truc qui va dans le sens là, c'est les prérogatives du metteur en scène et la façon dont est écrit le scénario. Toutes ces histoires de fondu au noir, toutes ces histoires de cut. Donc on voit le couteau qui s'élève et là, cut. Tac. La manière dont c'est fait, est-ce que finalement, là, on n'a pas été pris au piège aussi de notre volonté de rôliste de vouloir simuler une situation de A jusqu'à Z, alors qu'on aurait dû se dire, c'est du cinéma, passons à la scène avec Flavie sur le bateau, on revient au combat, et là, lucha libre, c'est toujours la même merde et tout. Et pendant ce temps-là, à Veracruz, etc., etc. C'est-à-dire, la question que je me pose, c'est au final, est-ce qu'on a bien utilisé le système dans l'esprit du jeu? Est-ce qu'on a bien utilisé ce système de jeu? Ou est-ce qu'on n'a pas voulu faire avec ce système quelque chose que le film, enfin le jeu Brain Soda ne prévoit pas? Tu vois, c'est la question que je me pose. En tout cas, dans la base, c'est pas précisé. Donc ça mériterait peut-être effectivement un éclaircissement là-dessus de la part des auteurs. Un autre élément que j'ai lu dans les critiques du GROG sur le jeu par rapport au système, c'est de dire que quand on rate, quand on fait des échecs, quand on fait pas de dégâts, c'est parce que les accessoires sont en mousse, que le masque du monstre saute et on voit que c'est du caoutchouc, etc., etc. C'est vrai qu'on n'a pas trop utilisé ça. Non, mais ça aurait pu. Et là, du coup, on aurait pu retrouver du fun et du drôle, etc. Ça n'empêche pas néanmoins la critique de Jérémy sur la répétition du même, qui crée de l'ennui. Hein, ça, c'est certain. Mais voilà, c'est pour dire qu'à mon avis, plus que le système vraiment des règles à patcher, même si je pense qu'il faut virer les marges de réussite, les trucs comme ça, faut être trouvé. Enfin, non, il y a quand même un problème avec le système. C'est un vieux jeu, hein, déjà pour l'époque. Pour l'époque, il était pas mal. Puis, l'époque, c'était vraiment les coups des boss, quoi. T'avais un jeu fluide et puis t'arrivais à une scène de combat. Et pour une raison qui m'échappait et qui m'échappe toujours dans certains jeux, c'est une scène de combat. Alors on va tout changer, on va mettre en place un système hyper dur.
Mais pourquoi? Ça s'appelait le syndrome du mini-jeu hier soir. Ouais. Ou du boss, quoi. D'un coup, en fait, tu changes de jeu, quoi. Récemment, j'ai fait le dernier Metroid sur la Switch. Le jeu super, vraiment, du début jusqu'à la fin, génial. Et à la fin, le boss de fin, hyper dur, d'un coup comme ça. Et donc, du coup, tu as une rupture de la fluidité du jeu. D'un seul coup, comme ça, pof, tu te retrouves face à un truc que moi, j'ai trouvé vraiment hardcore et qui n'a rien à voir avec le reste de l'esprit du jeu. Oui, mais je pense qu'il te manquait une armure. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est la marge de progression qui était trop élevée d'un coup, quoi. Ouais, d'un coup, ouais. Et ça m'a tué mon jeu, quoi. J'étais déçu, quoi. Vraiment, du coup, moi, j'étais emballé par le Metroid sur Switch et la fin, mais le boss de fin, j'ai fini par le battre, mais j'ai passé une journée sur le boss. Il fallait être motivé, hein, quand même. Mais là, c'est pareil. On aurait voulu faire ce combat jusqu'au bout. Vous croyez qu'on aurait duré combien de temps? Je pense que ça aurait doublé notre partie. Oui, parce qu'on l'a terminé sur un ex nihilo où moi j'arrive en fait avec des... Parce qu'on est coincé sur une île, un Deus Ex Machina, pas ex nihilo, c'est ouais. Sur un Deus Ex... Tu l'as placé. Placement produit. Placement produit. Oups, excusez-moi, on se croirait dans ce sens. Oups là, mais non, je voulais pas du tout faire un truc tout sky. Oups là. Le 4, c'était quoi? Cosmo. Je sais plus ce que j'ai. Bref, donc on a terminé ce combat finalement avec un Deus Ex Machina où on est sur une île. Donc moi, je décide de partir sur un bateau avec 2 membres du groupe dont on est fan. Et je nous trouve un bateau et j'arrive avec des guns et des gens armés et on bute les zombies, quoi. Parce qu'en fait, on n'avait toujours pas fini au bout de 40 minutes de buter les zombies. Les deux. Alors, après, en termes d'écriture de scénario, maintenant, j'ai une dernière... Alors, est-ce qu'on a fini avec le système? Je pense qu'on voit bien la difficulté et la complexité des calculs par rapport à la promesse du jeu. Dans tous les cas, il y a quelque chose à retravailler ici parce que c'est pas normal d'avoir autant de complexité de calcul et de résolution d'action pour un film d'horreur où, de toute façon, il y en a un qui gagne, il y en a un qui meurt et ce qui compte, c'est comment on gagne et comment on meurt. Enfin, voilà. En tout cas, clairement, il y a quelque chose d'anachronique là-dedans et lié effectivement à l'histoire du jeu de rôle, au fait qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait des combats et machin, qu'on aurait sans doute reproché au jeu de ne pas avoir de système de combat s'il n'en avait pas eu. J'avais eu des arguments comme ça, notamment sur Agone par exemple, on m'avait dit mais on a mis ces règles-là dans le jeu Agone parce que si on ne l'avait pas mis, on se serait fait bâcher par la press release de l'époque. Tu vois, des arguments comme ça. Si ça se trouve, si les auteurs étaient là parmi nous, eh ben, ils nous diraient ça. Ils nous diraient, mais si on n'avait pas fait un système de résolution de combat comme ça, on se serait fait avoir. Et c'était pas encore... le jeu de rôle, le média n'était pas encore suffisamment mûr pour accepter qu'un combat puisse être résolu d'une autre manière, tu vois. C'est possible. Enfin, faut remettre aussi. C'est pour ça qu'il faut remettre les jeux dans leur contexte. Bref. Un autre élément critique que j'avais par rapport à ce jeu, c'est l'écriture du scénario. J'ai trouvé que le jeu ne posait pas assez de problèmes aux personnages et aux protagonistes de l'histoire. Moi, je me suis c'est pour ça qu'on a été proactif, mais en même temps, tu avais dit que ça devait durer 1h30. Tu as été proactive, Flavie. Oui, en fait, il y avait les deux au bout de la table qui étaient en roue libre. Il y avait toi qui étais en train de rigoler, en train de regarder les autres en roue libre. Et moi, je disais, bon, je vais faire le scénar, je vais aller voir celui qui est mort, je vais aller faire ça. Et attention. Non, je m'inscris en faux. On n'était pas en roue libre. On essayait de créer du drama. Ils jouaient leur personnage. On rapportait des points, on jouait une histoire romantique, une histoire déchirante. Ouais, en fait, il fallait voir ça. C'est quoi le film de Rodriguez avec les vampires là Une nuit en enfer. Voilà, et bah tu vois, il y avait une coupure de film. La première partie du film, en fait, c'était une histoire d'amour dans un bateau avec des fans, des problématiques adolescents. C'est à la deuxième moitié du film, parce que le premier mort c'était un accident. C'est à partir du deuxième mort que le film est vraiment arrivé. Là, on touche à quelque chose au cœur de ma critique par rapport au jeu. C'est pas normal. C'est-à-dire que la scène d'amour que vous avez jouée, pour moi, elle est canon avec le slasher. Parce que dans un slasher, effectivement, il y a toujours cette scène où il y a un tel qui drague une telle. Et en fait, ça va se finir au lit dans une chambre isolée dans laquelle ils vont, comme par hasard, surprendre un phénomène anormal, etc. Vous étiez dans le canon esthétique. Flavie, pas du tout. Flavie a joué à l'appel de Cthulhu pendant ce temps-là, à côté. C'est-à-dire que... Mais si, t'étais dans l'enquête. C'est pas vrai, je suis un scout, Castor Junior. Je suis allé avec le commandant pour apprendre à gérer le bateau au cas où plus tard il y aurait plus de bateau. Ça c'est encore canon. Quand le mec il s'est fait tuer, je t'ai proposé d'aller chercher une bière. Je suis allée chercher des bières. En même temps, je suis tombée sur le corps, donc je suis allée vérifier ce qui s'était passé. Non, attends. Il y a eu toute une phase de jeu où Vincent et toi toute seule,
vous avez été dans l'enquête. Vous avez été chercher des éléments dans une pièce, vous avez fouillé la pièce du groupe de rock. Ouais, et Vincent s'est déguisé et moi j'ai trouvé un couteau et ça, c'est des l'appel livres. de Cthulhu pour moi. Ça, c'est des investigateurs du mythe. On est dans du Scooby-Doo là. On n'est plus dans du. Alors, il y a une dimension Scooby-Doo dans le slasher, mais c'est pas vraiment ça. Donc, moi, je pense que le jeu souffre d'un manque d'écriture par rapport à son scénario. C'est-à-dire que le scénario est écrit pour être un setting et des situations, mais il ne dit pas ce que les personnages doivent faire dans ces situations. Ce serait pas mal d'avoir un metteur en scène qui dise « Ok, on va tourner la scène de séduction maintenant, c'est bon, tu la dragues là, je la veux dans le lit dans 5 minutes. » Tac, premier truc. Ensuite, on va jouer la scène avec le gros pervers là, le capitaine pervers. Tommy, prends ta casquette de scout, on y va. Tu vois, je voyais bien un truc comme ça. Je m'appelle Wesley. Ouais, Wesley, pardon. Wesley Tommy, c'est bon. Un espèce de truc comme ça. Ok, on va jouer la scène où la self-made woman emmerde machin. Je vois une façon de structurer le scénario qui permettent en fait d'obtenir des scènes prototypiques, parce que si tu laisses les joueurs sans problème à résoudre, sans objectif, parce que moi c'est ce que j'ai ressenti dans la partie, on n'avait pas d'objectif, eh bien ils partent en roue libre. Alors si tu as des joueurs bienveillants ou qui ont des personnages hauts en couleur à jouer, comme les deux du fond, eh ben, ça fonctionne, on est dans le truc du slasher, mais si tu n'as rien d'autre, eh ben, tu pars machinalement, tu pars dans l'enquête et dans la résolution de l'enquête, parce que c'est ce à quoi tu as l'habitude avec les jeux d'horreur, et tu retournes sur ton système zéro et ta routine et machin, et tu finis par jouer à un autre jeu que celui qui est proposé. La chose, c'est que dans le scénario, il est bien dit laissez libre cours aux joueurs de faire ça, laissez les joueurs faire ça, ils ont un temps libre maintenant, ils peuvent faire, et en fait, c'est un moment d'attente avant le prochain meurtre, le prochain coup d'éclat ou les trucs comme ça, mais où ils ne sont pas présents. Ouais, mais exactement. un moment d'attente, ça peut être franchement un moment d'ennui. En fait. Je suis d'accord. Moi, j'avais la sensation d'être un peu dans la salle d'attente par moment. Bah, c'est ça, mais Vraiment. comme un début d'un J'attendais que slasher. l'action ait lieu, quoi. Comme un début d'un slasher. Au tout début d'un slasher, les 30-45 premières minutes, il ne se passe pas grand-chose à part des morts en dehors de l'action avec les personnages. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, je vois très bien ce que tu veux dire en disant il y a vraiment une structure qui est amenée avec en plus l'histoire du metteur en scène qui aurait évité effectivement tout ce que tu as dit. Mais moi, j'aurais eu du mal si on m'avait imposé vraiment de le faire. Ça a fonctionné parce qu'on est rentré dans le délire. Que si on m'a dit maintenant, on fait la scène de séduction, déjà, je te dis, au départ, j'étais comme ça, oh là là, ça va être dur, bimbo. Enfin, c'était pas du tout mes représentations. C'est quand ensuite j'ai vu que c'était une cruche et qu'on était dans un film, je fais ok, je vois comment j'ai rentré dans le délire. Mais si ensuite on m'aurait imposé, moi là tu fais une scène de séduction avec Miguel, je fais ah non c'est imposé. Alors que là c'était amené en plus parce que pareil il a des compétences Miguel qui va dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi que ma solution est pas bonne parce qu'elle met en posture d'auteur, elle met la pression sur les joueurs et tout, et vraiment tu le mets en... Là, j'ai essayé d'apporter je viens de l'improviser, la réponse au problème. Ce que je te dis, c'est qu'il y a un problème. Je te dis pas que j'ai la solution. Moi, je suis pas fan en plus de ce type de trucs. Je suis d'accord que ma solution est pourrie. Mais est-ce que tu vois le problème que je cherche? Oui, parce que j'ai eu peur aussi à un moment que notre histoire prenait vraiment... Parce que je pense que si on était vraiment en roue libre, on aurait pu passer la soirée à délirer, mais du coup, on aurait peut-être joué presque limite que à deux, quoi, au bout d'un moment. Et c'est pour ça qu'à un moment, mon personnage fait... une fois qu'il y a eu le deuxième meurtre, il va rentrer un peu plus dedans à sa manière, mais du coup la partie nerveuse, du coup je le mettais en avant et du coup je suivais, j'ai fini par suivre le scout, à un moment je crois qu'aussi on était ensemble, enfin bref j'ai essayé ensuite de suivre un peu les autres en disant maintenant je me mets derrière ce que je suis stressé, mais je suis toujours la personne stressée, et puis dès que je vois un truc je fais T'as brisé mon cœur. Et j'ai brisé le cœur de piétiné Miguel. mon amour. Oui, mais Sabrina était là. Qui ça? C'est excellent. Donc voilà, en tout cas, mais effectivement, après tout, ce que vous dites là, laisser les joueurs en roue libre, est-ce que c'est pas la meilleure manière d'obtenir des scènes décalées? Oui, et puis en plus, je rappelle qu'il y avait tu nous en avais parlé juste avant, les dialogues Ikea. Oui, ça qui c'était le permettent cliché. de meubler un peu et qu'il fallait déjà et on a fait plein de dialogues Ikea. C'était le cliché du metteur en scène, parce que le oui, c'est metteur ça, en scène a aussi un d'où est-ce cliché. que ça vient, c'est ça, ok. Ah oui, en tant que metteur en scène, tu tires un cliché. Voilà, vrai. un cliché en plus qui doit être joué par les joueurs. Moi, j'ai pas décrit mon cliché, mais c'était bruit hors champ
Donc, à un moment donné, le sondier s'est planté, il a oublié une bobine, et donc vous allez devoir doubler à la bouche toutes les scènes que merde, on l'a pas fait, c'est vrai, c'est dommage. Oui, Mais en fait, c'est c'est dommage. pourquoi. On a fait deux. J'aurais adoré parce que plic-ploc et waouh, tu fais super C'est bien énorme, le ça, chat. comme Exactement. cliché. Il le fallait. Et ça, c'est pareil, c'est une référence à la cité de la peur des nuls. Enfin, ouais, de les nuls. Mais c'est même Enfin- les nuls font une référence à des films dans lesquels ça a vraiment eu lieu. Oh là là, c'est Parce qu'il y a génial. des films où ah merde, on avait oublié de la. Et donc il y a des gens qui ont Il y a vraiment ça. été redoublés après. Alors, Putain, c'est- c'était ouf quoi. Parmi les clichés, par exemple, c'est il y a des images qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire, qui sont mis en avant justement. C'est ce qu'on appelle les stop motion. Et ça a été fait énormément dans l'industrie du cinéma pour les petits budgets, où on reprenait des images telles quelles. Ed Wood, par exemple, en a fait pas mal. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste pour dire que ton cliché, en fait, quelque part, on l'a fait, mais vraiment inconsciemment, vite fait. Ça prenait 2 secondes, je sais pas, genre la mouette, là, quelqu'un fait moi, mais on est passé à autre chose sans dire que c'était une utilisation de ton cliché. J'ai très bien fait la mouette. Ouais, c'était toi. C'était le goéland. Le goéland. Ouais, en tout cas, voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter? Sinon, moi, j'ai une petite question d'ouverture à poser suite à ce podcast. Vous voulez pas parler des points de box-office? Oui, Ah oui, si, c'est ça. oui, J'avais oui. J'avais une autre question avant, peut-être le débrief. Je sais pas si c'est avant ou après. En gros, je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres éléments déjà à rajouter par rapport au système au jeu? Ok. Non, il n'y en a pas. Ok. C'est comment traiter l'humour dans notre émission One Shot. C'est très compliqué en fait. L'humour, en fait, la question que j'ai envie de poser, c'est d'où vient, quand tu veux faire un jeu qui est humoristique, d'où vient la qualité du jeu? Est-ce qu'elle vient de ses règles? Est-ce qu'elle vient de la façon dont ces règles sont écrites? Est-ce qu'elle vient de la connaissance de l'auteur du genre que tu veux émuler? Est-ce qu'elle vient des gens autour de la table? En fait, une question que je me pose, c'est la qualité du jeu, la qualité de la partie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de cette qualité de cette partie que l'on doit à la qualité des joueurs autour de la table? Moi, j'ai rien foutu pendant ce jeu. Regardez, concrètement, je sais pas si tu as vu, Marine, j'ai quasiment pas joué hier soir. Ouais. C'est vous qui avez tout fait. Et moi, j'étais mort de rire. J'ai passé une super partie à ne rien faire. Moi, finalement, j'étais pas loin de la situation de Marine. Hein. J'ai pas fait grand-chose. Et tu jouais un personnage blasé. Là, à des moments, je me demandais si tu t'es pas blasé toi-même. Mais Et heureusement que tu répétais de temps en temps c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Parce que sinon, je me dis, on est en train de perdre Romaric là. Ouais, mais en fait, je me suis posé la question, tu vois, je me suis dit, comment analyser l'humour? Est-ce que l'humour vient des gens autour de la table? Est-ce qu'on peut dire que Brain Soda est un jeu humoristique? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont vouloir le faire jouer comme un jeu d'horreur? Quelle distinction entre Sombre et Brain Soda de ce point de vue? Quelle différence entre présenter son jeu comme un jeu d'horreur, comme le fait Johan, et présenter Brain Soda comme un jeu d'humour? Quel impact sur la partie? Et c'est tout un tas de questions comme ça que je me suis posé Alors, au terme de pour moi, en fait, c'est Fly. vraiment un jeu d'humour. Déjà parce qu'il est présenté comme ça. Exactement. Donc, du coup, il permet directement de se dire qu'il va falloir prendre du recul, et aussi à cause du décalage. Pour moi, beaucoup de choses dans le jeu de rôle, quand je ris, et des points d'humour en fait qui arrivent sont dus à un décalage entre la fiction qu'on va me demander de faire et ce qui se passe réellement. Et dans ce jeu de rôle, en fait, le décalage est permis par la fiche de personnage que tu as devant toi. Tu es censé jouer un truc genre Castor Junior, etc., et aller défoncer un zombie. Juste, t'as l'air de rien. Enfin. Et c'est tout ce décalage. Quand tu connais vraiment le cinéma, enfin le truc d'entrée fracassante, j'ai passé ma partie à me dire quand est-ce que je peux faire un truc complètement débile. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et du coup, je pense que c'est vraiment un jeu humoristique parce qu'il est présenté, parce que la façon dont sont présentés les personnages nous amène à ça. Par contre, toi, tu disais ah oui, mais moi mes compétences, il y avait plein de choses. Ouais, Romaric. Okay. Mes compétences, elles me permettaient vraiment de jouer des trucs, mais au final, tes compétences, tu les as jouées vraiment premier degré parce qu'elles sont écrites premier degré. Mais si tu avais été écrite un peu, t'as pas pu. C'était compliqué de faire un décalage. C'était un personnage très premier degré. Oui, tout à fait. En fait, moi, je voyais mon personnage comme l'actrice
qui s'est égarée dans le film de série Z, mais dans le fond qui voudrait être une vraie actrice de cinéma. En fait, tu es l'héroïne du film. Très souvent, les héros et les héroïnes des films sont ces personnages hyper sombres, charismatiques, qui rigolent pas, et t'as tout le monde qui fait de la merde autour. Et je veux dire, par exemple, dans The Faculty, le personnage qui fait de la drogue, etc., qui n'a jamais un sourire, il est voilà. Dans Scream, Neve Campbell, elle est et Courtney Cox. Mais surtout, Neve Campbell est extrêmement ne rit pas. C'est pas avec elle que tu vas te marrer dans Scream. Donc tu étais ce personnage-là. Donc je pense que par rapport à nous qui étions finalement les tricksters, toi t'étais l'héroïne. Ouais, et donc du coup, ok, moi j'étais le personnage sérieux qui montre d'autant plus le décalage humoristique des autres. Mais quoique reste bien coiffé, je te le répète. Oui, tu l'as joué. Et c'est des moments. Les seuls moments d'humour d'ailleurs que j'ai eu, c'était un peu ça en fait. S'habiller en cuir malgré la chaleur, c'est clair. Mais c'était pas facile à jouer. Non, c'est pas facile. Mettre des claques dans le dos, tu aurais pu mettre des claques comme ça. J'en ai fait une fois. Mais c'est pas. Tout à fait. J'ai raté d'ailleurs. C'était d'ailleurs une des actions que j'ai fait la plus. Parce que moi, avoir l'air sérieux en disant n'importe quoi, mais je l'ai joué non-stop. Avoir l'air sérieux en disant n'importe quoi, j'ai raconté n'importe quoi. Mais quelque part, c'est plus facile à caricaturer que le fait de s'habiller en cuir. Je suis d'accord. Surtout dans le jeu de rôle où on parle. J'ai une compétence qui était une mine d'or pour faire de l'humour. Ma compétence, c'était quand même comprendre mots de plus de 2 syllabes. Et j'ai utilisé le système, j'ai fait des jets et qui ont permis de faire... Alors, c'est mon humour, mais ça tombe bien parce qu'autour de la table, on est plusieurs à avoir le même type d'humour. Genre le mot psychopathe, j'ai raté un jet. Donc, j'avais effectivement compris qu'il s'agissait d'un petit oiseau du Guatemala. Non, du Paraguay, pardon. Du Paraguay. Voilà, mais c'est un humour débile, mais ça marche. Et là, effectivement, on comprend tout de suite en lisant le trait que, oui, c'est fait pour faire de l'humour, quoi. Bien sûr. Oui, puis ça donnait des dialogues vraiment très décalés, en fait. Entre « Mon Dieu, mais tu ne vois pas que nous avons affaire à un psychopathe ?» Moi, je trouve plutôt que c'est un tueur. Tu sais, il ne ressemble pas à un oiseau. Évidemment. Enfin, je veux dire, c'est permis par le système. Oui, mais note que comme ces traits sont des traits de langage, ne pas comprendre des mots d'une syllabe, parler en prenant les autres au sérieux, mais quand tu as des traits qui sont visuels, comme fumer, comme s'habiller en cuir, comme rester bien coiffé, à part faire des descriptions de ton personnage... C'est-à-dire que quand les autres parlent en faisant du roleplay, en parlant à travers leur personnage, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire jouer des traits comme ça que des traits qui sont visuels. Dans le jeu de rôle, c'est évident. Donc voilà, je trouve qu'il manque à ce personnage un petit trait aussi de langage. Au début, je l'ai joué comme si elle avait un chewing-gum tout le jour dans la bouche. J'ai essayé, je fais toujours comme si elle avait une clope dans la bouche pour essayer de rendre, de verbaliser le côté visuel, mais c'est pas facile. Jérémy, tu voulais... Oui, que moi je suis bien content d'avoir eu la bimbo, parce qu'en fait, comme c'est une personne qui a pas beaucoup de cervelle, en cervelle elle a 1 point. Je vois que les 2 autres personnages que j'aurais pu prendre, cervelle 3, cervelle 4, ça aurait ramené du sérieux à l'histoire. Mais du coup, en tout cas, je me serais pas amusé autant, et du coup, pouvoir me lâcher dans l'absurde tellement que le personnage ne comprenait rien, avec en plus Miguel qui pareil avait des difficultés et qui du coup ils étaient en relation, et donc du coup il fallait que les gens le scout était un peu sérieux, expliquer un truc et nous comprenaient pas. C'était énorme, c'est le moment où le bateau tourne d'un coup et tu le regardes faire, le bateau a pris un rond-point. Et puis une bimbo qui n'est pas présente dans un film d'horreur, c'est rare, quoi. Ouais, ça aurait été dommage. On aurait perdu une partie de l'intérêt du film. En fait, un élément par rapport à l'humour aussi, c'est, tu vois, il y a des blagues qu'on a faites dans la partie qui n'ont rien à voir avec la fiction. Je repense au rond-point là, par exemple. À un moment donné, j'ai dit, on va faire naufrage, on va mettre nos gilets jaunes et on va se mettre sur le rond-point. Ça n'a rien à voir avec mon personnage. C'est de l'humour méta parce qu'il fait référence à la politique à l'heure actuelle, etc. Ça nous fait rire. Mais vous aviez des personnages qui faisaient rire dans le contexte du film. Et tu vois, c'est ça ma question sur l'humour dans le jeu de rôle. C'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humour qui cadre avec le film, qui est dans la fiction? Est-ce que c'est le contenu fictionnel malléable qui est drôle? Est-ce que c'est le fait de le fabriquer ensemble qui est drôle? Est-ce que c'est le fait que le contenu fictionnel malléable qu'on est en train de fabriquer, il fasse référence à des fois où on a regardé un film d'horreur avec un copain et on était plié de rire
Tu vois, quand on lit les feuilles de personnages au début, chacun d'entre nous est en train de reconnaître une scène d'un film et chacun d'entre nous se souvient du fou rire qu'il a eu la première fois qu'il a vu ça avec ses potes et compagnie. Et tu vois, c'est ça la question, d'où vient le rire, le phénomène du rire dans la partie de jeu de rôle? Est-ce que ça vient de l'intérieur et comment traiter ça? Enfin, c'est un truc, Guillaume. Oui, voilà. Par rapport au trait d'humour, par rapport aux actualités, c'est fréquent aussi dans les films d'horreur. Hein. On y fait énormément référence, et ce qui fait qu'il y a des films qui ont des fois mal vieilli parce qu'on ne comprend pas certaines choses. Oui, puis rappelons que les films d'horreur sont très souvent une critique en fait, de la politique du pays au moment où il est fait. Par exemple, celui qui est le plus connu, c'est La Nuit des Morts Vivants, où il a réussi à survivre à une nuit d'horreur et quand il sort de la maison, il se fait tuer par la police parce qu'il est noir. Par des miliciens. Par des miliciens. Et il y a plein de films d'horreur comme ça. Scream, il y a aussi une critique de la société américaine et de la jeunesse dorée américaine. Qui se trouve dans le film. Enfin, le film d'horreur, notamment le slasher américain, a toujours eu un double langage là-dessus. Zombie, si on reste sur cette idée-là. C'est le deuxième du triptyque, justement, où Romero a cherché à critiquer la société de consommation. Où les zombies, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent là où ils vont d'habitude tous les jours, c'est-à-dire le centre commercial. J'avais trouvé ça très très fort. Le fait qu'il y ait des zombies qui machinalement refassent des actions qu'ils faisaient. Qu'est-ce que ça dit justement de nous-mêmes comme consommateurs et compagnie? J'avais trouvé ça m'avait marqué déjà à l'époque, cette critique dans les films de Romero. Donc ça, tu dirais, ça fait aussi partie de l'humour du film? Pour moi, oui. Alors, pardon Vincent, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste te dire un élément de réponse à ce que tu as. Je pense que l'humour en jeu de rôle, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Parce que l'humour est forcément subjectif. Ce qui me fait rire moi, c'est pas ce qui te fait rire toi. Non. Il y a aussi un élément qui là était circonstanciel, qui est que Jérémy, Fly et moi, on s'est vraiment rencontrés sur un jeu Superclick. Il y a un podcast dessus, ouais, tout à fait. Qui était déjà dans cet humour, etc. Et qu'on s'est rendu compte que tous les trois, on avait le même type d'humour, que ça fonctionnait bien. Et on avait envie de rire, donc on a ri. Mais c'est sûr que, moi, je comprendrais tout à fait que ce qui nous a fait rire hier soir, il y a des gens autour de la table qui disent mais c'est pas drôle en fait. Mais je pense qu'on peut critiquer le genre aussi en disant qu'on a beaucoup ri des femmes au cours de cette partie. Regardez, là par exemple, moi j'ai Cervelle 1 aussi en tant que femme. Jérémy a Cervelle 1. Ça fait quand même 2 femmes qui ont Cervelle 1. Oui, j'avais pas vu ça. La Bourge a Cervelle 4. Il faut pas nier. C'est-à-dire que le genre véhicule aussi des clichés sexistes et compagnie. Le latino a Cervelle 1. Oui, c'est un latino, c'est pas le blanc, c'est pas le scout. Alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est que y a, dans le genre là, on peut aussi dire qu'on a ri de dominer. Les femmes sont une population dominée. Les latinos sont une population dominée. On a aussi ri de moi, mais parce qu'en fait, je suis le scout et on a ri de moi parce que je suis dans le placard, etc. Parce que ce que proposent en fait les films de teenage, c'est aussi de mettre en avant le mal-être des adolescents et donc du coup de mettre en avant ça. Guillaume. Oui, il y avait un autre pré-tiré qui était le geek. Et qui, par exemple, n'avait pas été pris. D'accord. Ouais. C'est vraiment la caricature des années 80-90. C'est pas du tout le geek perçu comme aujourd'hui. C'est vraiment un produit du temps qu'il cherche à émuler. Donc, est-ce que tu dirais que, en fait, tout le monde en prend pour son grade? C'est-à-dire qu'on se moque de tout le monde à égalité. Oui, on se moque des femmes, oui, mais on se moque aussi des wasps. Oui, mais il y a un empowerment. Il y a un empowerment en fait dans ces films, C'est-à-dire que quelque part au début, en fait, on montre tout ce qui fait qu'ils sont dominés, mais au final, c'est eux qui vont combattre, c'est eux qui vont y aller. Et dans la fiction, en fait, c'est eux qui survivent. C'est pas tous les blancs wasps qui ont été assassinés sur le bateau. Ouais, bien sûr. Il y a aussi une revanche en fait des dominés dans les films de slasher américains qui explique d'ailleurs pourquoi en fait ça marche. Alors, attention, là je suis pas d'accord parce que il y a l'un des archétypes et l'un des mèmes les plus connus aussi, c'est que dans les films d'horreur, c'est toujours le noir qui meurt en premier. Oui, c'est vrai. Oui, et c'était le cas là. Alors, et c'était le cas là aussi. C'était le cas là. Ouais, c'est vrai. Alors, juste un point, c'est qu'il faut bien distinguer la critique que l'on peut faire du genre de la critique que l'on fait de la partie de jeu de rôle.
moi, j'avais en ligne de mire la partie de jeu de rôle. Si on analysait les rires, si on analysait les raisons pourquoi on a rigolé, etc., est-ce qu'il n'y a pas des fois où on a rigolé de clichés sexistes, de trucs, etc. Et donc, c'est toujours pareil. C'est qu'il faut savoir de quel point de vue ces clichés sont énoncés, avec qui on les fait. Est-ce qu'on rit avec ou est-ce qu'on rit de cela, etc., etc., etc. C'est toujours ça. C'est là aussi où la place de l'humour, elle est problématique dans le jeu de rôle. Parce que comme tu ne sais jamais qui va utiliser ton jeu, tu ne sais jamais en fait comment l'humour va être utilisé et s'il n'aura pas des conséquences politiques, conservatrices, néfastes, s'il ne va pas vexer des gens. Par exemple, on aurait très bien pu imaginer qu'en voyant notre partie, une personne extérieure qui ne connaît pas les films de slasher se dise « mais en fait, vous vous moquez de moi enfin, voilà. Comme ce qui s'est passé à Passion de las Passiones, où moi, concrètement, je ne connaissais pas les codes du genre. Et donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, ces gens sont en train de jouer des dominés, en train d'asservir des femmes, etc. Et c'est pas du tout friendly. Et donc ça, j'imagine qu'on peut avoir le même genre de problème. Donc c'est ça aussi, c'est l'humour. Enfin, en fait, l'articulation que j'essaye d'interroger, c'est l'humour et la volonté politique. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que on peut rire, de qui on peut rire. Est-ce que on peut rire de tout avec n'importe qui, etc. C'est toujours la même question. Guillaume. Est-ce que les traits sont pas suffisamment gros justement pour servir aussi de dénoncer ce genre de choses-là? Voilà. Je pense que justement, Brain Soda a un avantage là-dessus par rapport à beaucoup de jeux qui reprennent des genres. C'est ce que je disais au tout début du podcast, c'est qu'on sent qu'il est déconstruit. On sent qu'ils ont quand même beaucoup réfléchi à tout ça. La ficelle est tellement grosse que c'est de l'énorme câble, quoi. Voilà, c'est du gros câble, exactement. Et donc, après, on peut s'interroger quand même sur ce qu'on est en train de faire effectivement autour de la table. Est-ce qu'on n'est pas effectivement en train de rire de la bimbo, machin parce que nous, on s'interroge. Mais je veux dire, tu vas avoir toutes les problématiques à chaque fois, même pour un outil. Tu dis un tournevis, c'est fait pour visser, mais ça peut être très mal utilisé, ça peut être une arme. Dans ces cas-là, est-ce que le tournevis, celui qui a créé le tournevis, avait une intention, voilà, tu vois, et on peut amener toute une réflexion là-dessus aussi, on pourrait le faire. En tout cas, voilà. Malgré que ce soit une œuvre. Donc du coup, il y a quand même cet aspect qu'il ne faut pas oublier. Il y a quand même un propos. Hein. J'en viens à mon... Attends, juste pour répondre à ta question, moi, ce qui m'a le plus fait rire hier soir, c'est Jérémy, et je pense que c'est autour de la table, c'est pourquoi ? Parce que Jérémy, quand il voit la bimbo, le premier truc qu'il dit, c'est « Non, je ne vais pas pouvoir jouer ça, c'est horrible. Je peux pas faire des stéréotypes comme ça. » Qu'il n'a pas envie, à la base, de jouer ça. Il nous prévient, je vous préviens, je vais essayer. Drôle, en fait. Et on le voit hyper pinceau, il fait « Je vais essayer, je vous préviens, je vais faire ce que je peux, mais franchement, ça me gêne. » Et donc, dès les premiers moments où il fait ça, en fait, on voit Jérémy qui est hyper gêné. Et en fait, c'est pas de la bimbo qu'on a ri toute la soirée. C'est Jérémy. C'est pas faux. Ça, c'est vraiment pas faux ce que tu dis là. Mais ça, c'est intéressant. C'est un élément de réponse qui est très intéressant. Est-ce qu'on n'est pas en train de rire de nous-mêmes quand on joue à ça ? Et en fait, dans le fond, on discriminerait personne. On rirait de personne si ce n'est des gens qui sont là autour de la table et compagnie. Moi, quand je joue ma bonne poire, quand on lui dit si, tu peux aller par là, elle y va direct. Évidemment qu'en fait, et qu'on commence à rigoler, évidemment qu'on se fout de la gueule de Flavie qui est obligée de faire un truc complètement débile et qui les regarde. Enfin, je vais faire un truc débile. Ou que je vous préviens, bon, j'avais l'air sérieux en disant n'importe quoi, allons-y. Et du coup, t'as un peu de gêne, tu vois, et en même temps, tu ris. Et c'est drôle, en fait, parce que c'est aussi le fait de pouvoir être capable de se moquer de soi en train de faire ça. Et l'humour, être capable d'avoir un peu de recul et d'autodérision, c'est quand même très bien. Et c'est ce qui fait le plus rire, en fait. Ouais, c'est génial. En tout cas, voilà, moi, tout ce que je voulais dire avec cette petite réflexion à la fin de Brain Soda sur cette thématique-là, c'est qu'en fait, souvent, on oppose l'humour au sérieux. Mais en fait, quand il s'agit de l'analyser, l'humour, c'est sans doute l'analyse qui nécessite le plus de sérieux et parce que c'est très difficile en réalité à analyser. Et faire un bon jeu humoristique, c'est très, très, très difficile. L'humour, c'est probablement le genre de jeu qui nécessite le plus de sérieux à être monté, à être créé, etc. Parce que c'est vraiment dur. Enfin, faut vraiment se méfier de tout, quoi. Et je trouve que Brain Soda réussit bien
a réussi assez bien là-dessus. D'où le fait que ce soit important qu'on joue des acteurs qui jouent le film aussi, parce que ça rajoute encore un décalage qui fait que du coup, on est encore obligé de se dire bon, alors qu'est-ce que j'aurais pu faire comme dialogue débile ? Putain, j'en ai un. Allez, on y va. Et évidemment, les autres voient la gêne. C'est assez bon. Pour conclure ce podcast, j'aimerais qu'on juge la fiction qu'on a créée ensemble à l'aune des différents critères qui sont proposés pour les points de box-office. Alors vas-y, on va les reprendre ensemble. Alors tout à fait, en fait, à la fin de la partie, à la fin du générique justement, on regarde comment le public a reçu le film. Et pour ça... Donc là, une fois, notez encore une fois comme on est amené à prendre du recul sur la fiction qu'on vient de créer. Je pense que c'est pour éviter tous les problèmes que tu viens de lister, justement. C'est ce recul. Il y a un double recul qui fait qu'on est très en sécurité par rapport à des problèmes. Tu vois. Mais tu sais, quand on dit c'est de l'humour à prendre au second degré, au troisième degré, qu'est-ce qu'on veut dire en réalité ? De prendre du recul. Bien sûr. Et donc, le problème d'humoristes problématiques, etc., c'est qu'on ne sait pas à quel degré les prendre. C'est ça le problème. Là, le jeu, il annonce la couleur. Il nous dit, on fait un film de genre avec des rôlistes et en plus, on est dans le cinéma. Enfin, donc c'est à prendre au 5e ou 6e degré. Il y a 6 niveaux de recul dans Brain Soda. Donc tu peux juste pas dire le jeu est raciste, le jeu est sexiste, le jeu est ceci, cela, parce que tout est joué avec le cliché, etc. Au pire, tu peux dire on rit de clichés sexistes, on rit de clichés racistes et compagnie, et rire de clichés racistes, eh ben, c'est pas loin de les critiquer quand même. Ah bah c'est même c'est les déconstruire, c'est les déboulonner, c'est les etc. Enfin voilà. Donc vas-y, alors on reprend. Box office. Pardon. Alors pour les points de public vont permettre de savoir combien de points de box office vous allez gagner. Il y a 3 temps pour les points de public. D'abord, on regarde si vous avez joué vos clichés. Les clichés rapportent des points de public, 0, 1, 2, 3, 4, ce qui en fait incite à jouer les clichés. Mais alors ça, on est censé savoir l'existence de ces points-là avant la partie ou pas ? Il l'avait dit, non. Guillaume. Oui, je l'avais dit. Tu avais dit, jouez-les les clichés, ça pourra vous rapporter des points. Et quand on t'a dit des points, pourquoi ? Tu as dit, vous verrez. Voilà. T'as pas tout dit. Non, j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit justement pour voir si d'office, vous alliez vers ça. Brain Soda 2, un jeu à secret. Non mais c'est intéressant. Donc là, est-ce qu'on avait joué des clichés, donc on avait eu des points. Voilà, 2 points, je crois. 2 points. Ouais. Bref. Et bon. Ensuite, la qualité de la fiction, enfin du film. Qualité du film. Alors voilà. Ça, comment on en juge ? C'est-à-dire si c'est un scénario de série Z, de série B, ça rapporte des points ou pas. Il n'y a pas de scénario là. L'interprétation. S'il y a des scènes spectaculaires, s'il y a des beaux paysages. Alors les scènes spectaculaires, il y en a eu ou pas ? Lucha Libre. Bien sûr, la Lucha Libre. D'accord, ok, très bien. Et puis le bateau qui coule. Le bateau qui coule. Ah oui, bateau qui coule, oui. Si il y a eu beaucoup de bonnes idées ou trop de bonnes idées. Par exemple, beaucoup de mauvaises idées, ça rapportait des points. Donc je pense quand tu as parlé des bonnes idées, j'étais un peu gênée. Par contre, on a fait plein de mauvaises idées. Voilà, donc ça rapportait des points d'avoir de mauvaises idées. Mais trop de bonnes idées, c'est moins. Je vais me séparer de vous, je vais aller toute seule à l'étage. Ah, excellent. S'il y a des clichés autres que les clichés joués. Ça aussi, ça rapporte des points ou pas. Ah oui, c'est-à-dire que si par hasard les joueurs sont tombés sur des clichés qui existent dans la base par ailleurs. C'est ça. Si tout d'un coup les personnes font des sermons ou des sermons, c'est-à-dire par exemple, la morale de cette histoire est qu'il ne faut pas jouer à touche pipi à Crystal Lake, par exemple. Et là, ça rapporte des malus. Ah oui. Oui. Ah bon ? Pour chaque sermon, en fait, c'est -1. Et pourquoi ça rapporte ? Parce que c'est trop chiant dans les films d'horreur, t'en as jamais vu ou parce que c'est la raison pour laquelle Scream avait marché, parce que ça critiquait la notion de sermon. Parce que justement, c'était censé être les filles vierges qui survivaient toujours. Et à un moment, Neve Campbell, enfin, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, se tape un sermon parce que justement, Sydney se tape un sermon parce qu'elle n'est plus vierge. Et en fait, elle regarde le gars et elle dit « Mais ça, on en a plus rien à foutre !» D'accord, ok, excellent. S'il y a des effets spéciaux gore ou de qualité,
Si c'est pitoyable, des effets pitoyables, s'il y a une bataille spatiale explosive ou une bataille spatiale avec des fils ou des maquettes, mais ça c'est plus pour le Cosmo. Pour le Cosmo, ouais. Voilà. Okay. Et ça rapporte des points. Ça rapporte des points. Space Opera turc, par exemple. Ah bah ça, Turkish Star Wars. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas... il est fan de Nanarland de toute façon. C'est ça. Le Space Opera turc fait -3, par exemple. Par bimbo, parmi les victimes, c'est +1. Ah oui, donc juste par ma présence en fait. Exactement. Tu nous apportes des points au box-office. Mais pour moi, c'est indispensable d'avoir la bimbo dans chaque film, quoi. Mais en avoir 2, 3, 4, peut-être même toute une table de bingo. Il n'y a plus de scénario là. Bah, c'est ça le souci. Voilà. S'il y a des Scream Queens en petite tenue. Bah, bimbo, c'est limite coup double. Et Rousse aussi. En fait, à un moment donné, dans la fiction, j'aurais dû enlever mon cuir et aller me baigner. Quand on est arrivé sur l'île, j'aurais dû aller me baigner. Mais je l'ai dit à un moment donné. J'ai dit, je vais faire comme d'habitude, je vais aller prendre une douche, mais comme il n'y a pas de douche, je vais aller dans la mer. Et tu vois, et là, ça nous aurait rapporté des points au box-office, parce que j'aurais été en maillot. Des scènes hot. Ça, il y en avait une. Oui. C'est bon, on a gagné les points. 15 minutes au paradis. Des scènes de suspense ou des rebondissements. J'ai fait un rebondissement improbable. On allait être tué et un goéland a attaqué le méchant pour nous permettre de repartir. Ce truc incroyable du goéland qui attaque le méchant alors qu'il est en train de brandir son marteau. Mais c'est logique. On sait tous que le goéland, c'est l'ennemi naturel de ce petit oiseau du Paraguay. Si il y a des scènes de baston ou de karaté, par exemple. La lucha libre. La lucha libre. Ouais. Ça rapporte des points, ça. Ça rapporte des points, bien sûr. S'il y a la mort originale du méchant à la fin du film, bon, là c'était pas le cas. Ça non. S'il y a un groupe à la mode dans la bande originale de rock. Bien sûr, il y avait le Kyoto Motel, qui était un groupe de hard rock suisse. Kyoto Motel. Avec son titre très célèbre 99 ballons de baudruche. Et Edel Scheisse. S'il y a un sport à la mode, bah, le catch, c'est pas mal. Des gueules célèbres ou des gueules has-been, bref, tout ça, ça rapporte des points de public. D'accord, ouais. Et à la fin, on fait un total. Et troisième élément, et là, c'est ce qui est hyper intéressant aussi, je trouve, c'est les outils de promotion. C'est-à-dire, après le film, comment vous allez faire pour faire vendre votre film. Et ça, je ne l'ai pas dit pour une bonne raison, parce que c'est des choses qui, potentiellement, est déjà fait par les joueurs autour de la table. Comme par exemple, dessiner les personnages joueurs. Ça rapporte 4 points. Dessiner l'affiche du film. Non, c'est si tout le monde le fait. Ah oui. Dessiner l'affiche du film, c'est 4 points. Noter les meilleures répliques, c'est 2 points. J'étais deg parce que j'ai failli le faire à un moment sur une réplique de Vincent et je l'ai pas faite. Mais en plus, je t'ai déjà vu dans des parties les noter. C'est voilà, vrai que c'était. Elle le fait tout le temps. Non, ce qu'il faut dire, elle le fait c'est la tout le première temps. partie depuis bien 2-3 ans où je le fais pas. Ou elle l'a pas. Elle le fait tout le temps. Alors, pour les campagnes, c'est peut-être pour ça. Pour les one shots, je te vois moins souvent noter des parties. Ouais, c'est vrai. C'est pour les campagnes que tu fais ça souvent. Mais voilà. Et selon le nombre de points de public, on voit combien de points d'expérience ils gagnent, c'est les points de box-office. Et il y a un petit descriptif pour dire si c'est un gros bid ou si c'est un fabuleux succès qui va avoir une suite, un préquel, une série, des goodies, bref. Et alors, Boat of the Undead, on était où? On était à 13 points. On avait fait la somme hier soir. On était à 13 points. Ce qui nous mettait... Alors, c'est la catégorie 12+. L'engouement est tel qu'une exploitation en salle est même envisageable s'il s'agit d'un Z, ce qui était le cas. Le producteur chope le melon en pensant déjà à la séquelle et au merchandising, t-shirt, jouets, dessins animés tirés du film, etc. Pourquoi pas une exploitation outre-Atlantique? C'est énorme, le producteur chope le melon. Donc ça y est, nous avons réalisé un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Méconnu. Grâce à Brain Soda 2. Superbe. Le retour. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir présenté ce jeu. C'était vraiment très intéressant. Merci vraiment beaucoup. Une très bonne partie. On a bien rigolé. Voilà, quoi. Encore une fois, des barres de rire, mal au ventre. Oui, ça fait vraiment du bien, quoi.
Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Guillaume, merci Marine, merci Jérémy, merci Vincent, merci Flavie. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Bisous.